Chères Genevoises, chers Genevois, comme d'habitude, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir chez servetien.ch pour l'analyse. Servetien.ch. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le... FC Servette FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais... Merci beaucoup Anthony, vous laissez aller au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Camarades servétiens, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce podcast de l'analyse. On va parler du match de hier et de la défaite et de l'élimination de l'UEFA Champions League du Servette FC contre le Viktoria Plzen, un match qui s'est soldé par 3-1. Et je pense qu'avant d'introduire nos chroniqueurs et le déroulé de l'émission, je vais mettre une petite musique d'ambiance, comme ça on se met dans le mood. Voilà, Servette est éliminé. Avec moi pour cet enterrement du club Grenat, je suis bien entouré quand même. C'est déjà la meilleure des nouvelles. C'est bien entouré. C'est déjà ça, c'est qu'on va pouvoir analyser en long, en large, en travers. À commencer par le plus jeune des deux, à ma droite, Mathieu. Mathieu, comment tu vas ? Compliqué, hein. Très compliqué, hein. De la peine à trouver les mots là pour cet enterrement, mais bon, on va essayer de trouver les raisons de pourquoi et comment ça s'est passé. Et on est bien accompagné aujourd'hui. Lucas, son présentateur, David en chroniqueur. C'est ça. Merci à toi, merci à vous deux. Voilà, justement, David. C'était génial, moi j'ai plus rien à dire. Hein. Merci pour cette émission. La présentation était intéressante. Voilà. Après cette interlude de bien tristesse, à propos. Bien triste. Je vais vous donner quand même le sommaire de l'émission. On va parler tactique tout d'abord. Ensuite, on va parler de nos hat-tricks, qui est la nouvelle séquence de l'émission. Chacun va donner 3 points importants du match selon lui. Ensuite, on va parler des tops et des flops. On va faire une petite parenthèse mercato pour parler des potentielles rumeurs qu'on a entendu dire. Et puis finir sur une preview, parce qu'il y a quand même un match ce week-end contre Saint-Gall. Et il faudra se remettre dans le train gentiment. Ouais. On va commencer tout d'abord par le 11 que nous a proposé les deux équipes. On va honneur aux gagnants, malheureusement. On va donner le 11 de Pilsen qui avait commencé avec un 3-4-1-2. Ils avaient changé de gardien par rapport au match aller, Vigele au but. Une défense Jamelka, Markovic et Doué, ça n'a pas changé. Spasil, Serve, Zevkovic et Havel au milieu. Et une attaque Duronzinmi, Souls et Vidra. Cette équipe de Pilsen est quand même assez bien organisée. Hein. Même au match aller, ils n'ont pas trop changé la tactique à part le gardien. Vous en pensez quoi de ce 11 proposé ? Ils ont quand même changé l'attaquant de pointe. L'attaquant de pointe, c'était un autre au match aller. Mais sinon, ouais, dans l'ensemble, c'est la même équipe qu'on a eue en République tchèque. Donc, pas trop de surprises. Et on s'attendait à ça. On n'a pas été surpris par la composition de Pilsen. Ouais. Et puis des joueurs qu'on avait déjà connus l'année dernière et qui sont toujours là. Donc ça montre aussi que c'est un groupe qui se connaît. Et puis on voit ce que ça donne, même si Servette aussi a un groupe qui est relativement stable depuis quelques années. On voit que malheureusement, moi je parlerai plus tard peut-être potentiellement est-ce qu'on a le complexe encore du petit ? Peut-être. Ça sera peut-être à en débattre. En attendant le 11 de Servette, Eberly a reconduit plus ou moins le même 11 qu'au match aller, avec Mal au but, une défense Magnin, Rouillet, Séverin, Mazikou, Konya, Baron en milieu def, avec milieu off, Steva, Elie, Antunes et Morandi. Et puis devant, on a Amraz. C'est exactement le même 11 qu'au match aller. Exactement. J'ai envie de dire que jusqu'à ce que le recrutement soit terminé... c'est le 11 type. En soi, oui. Ok. On verra ce qu'on parlera des individualités pendant ce match-là. Mais franchement, t'aurais mis qui d'autre ?
Non, je pense que c'est le 11 que j'aurais aligné aussi. Ouais. Peut-être encore un doute sur Baron en tant que milieu de def. oui. On va pas mettre À la place d'Ondoa. Doigt, ouais. Ouais. Et je sais pas, parce qu'Ondoa n'a même pas disputé une seule minute depuis le début de la saison. Alors que dans les matchs amicaux, il était présent. Est-ce que c'est un pépin physique, un choix tactique On Je sais verra. pas. Moi, en tout cas, autant à l'aller, Baron, ça m'avait pas rassuré, autant là non plus. Là, voir Baron, je trouvais que son match aller, c'était quand même très très léger. J'avais trouvé que c'était un peu le talon d'Achille, le petit point faible de notre équipe à Pilsen. Sur la phase où on n'a pas pris trop l'eau, je trouvais que même techniquement, en termes de passe, c'était pas celui qui rassurait le plus. Et puis hier, on en reviendra après pour les cadres individuels, mais pour moi, hier, Baron, ça a à nouveau montré que ne peut pas partir avec Anthony Baron en tant que titulaire dans cette équipe. On a vu très encourageant Lamine Fomba qui sera qualifié pour le prochain match d'Europe. Et AIB, notre nouveau milieu défensif qui vient de Saint-Etienne, il a fait énormément de bien. Donc ça me rassure sur le fait que Baron, moi je partirai pas avec lui en début de saison. Et il y a le cas Ondoa. Moi je serais parti avec Ondoa titulaire hier. Malheureusement il a choisi Baron, mais après comme tu dis, on ne sait pas si c'est un pépin physique, on ne sait pas aussi s'il y a quelque chose d'extra sportif, parce qu'il est titulaire sur le dernier match amical contre Saint-Etienne, un peu pour la répétition générale entre guillemets. Et là comme tu l'as dit, tu te retrouves à 3 matchs joués, il a joué 0 minutes. 0 minutes, il n'est même pas rentré dans aucun des matchs. Donc un choix d'Eberly aussi. Et juste pour en venir sur Baron, le seul avantage que on a eu, c'est qu'avec la sortie prématurée de Séverin, on en parlera après, il a commencé au milieu. Après, je sais pas si tu as remarqué, ou si c'est seul moi qui en pense, mais début de deuxième mi-temps, j'ai l'impression qu'il prend la place de Mazikou. Il est en défense. Ça, il le fait même quand Séverin est là. C'est Eberly qui a changé la tactique. Bien sûr. Et après, à la sortie de Séverin, il passe dans l'axe. Donc ça a permis juste d'avoir un joueur en plus sur le terrain sans avoir besoin de faire un remplacement de plus avant qu'il finisse par sortir. Mais justement, moi, c'est pour moi l'un des plus gros problèmes que tu as soulevé, c'est que Baron en milieu, si tu joues comme on a joué en deuxième mi-temps, je comprends ce choix. Mais malheureusement, en première mi-temps, il était à contre-temps, il faisait beaucoup trop de touches de balles. Alors je suis d'accord que les solutions, elles ne se bousculaient pas, mais c'est au milieu de terrain de créer ce jeu-là. Et Konya et Baron, ils ont été quand même assez empruntés en début de match, surtout au niveau de la première mi-temps. Moi, je trouvais qu'ils n'étaient pas dans le rythme. Konya, lui, c'est le bagage technique, quelque part, qui le sauve à chaque fois parce qu'il arrive à s'en sortir. Même sur des situations de transition, il arrive à me faire un petit pont de temps en temps pour s'en sortir. Par contre, malheureusement, moi j'ai trouvé trop limité au milieu de terrain. Mais par contre, après, quand il y a eu ce changement à la mi-temps de défense à 3, là tu comprends pourquoi en fait Baron est aligné. Parce qu'il peut occuper ce poste de défenseur central gauche. Et puis ça permettait justement à Mazikou de monter. Mais tu te demandes pourquoi on fait ça à la mi-temps, quoi. Pourquoi tu attends d'être mené 2-1 pour faire ce choix tactique-là. Ouais, et le choix de passer à 3 défenseurs, ça a aussi déstabilisé un peu l'équipe. J'ai senti que, en tout cas vu depuis le stade, qu'il y avait vraiment un trou au milieu de terrain, avec un Antunes qui voulait beaucoup attaquer, un Baron du coup qui était cantonné à la défense, et puis un milieu avec Konya. Et pas mal Morandi aussi de temps en temps qui dézonnait pour venir aider justement au milieu de terrain parce qu'il y avait des trous. Ouais. Mais quand il revenait, du coup, on n'avait plus d'ailier gauche, quoi. C'était Mazikou qui devait faire. Mazikou, il a fait un nombre de kilomètres en deuxième mi-temps. Il était partout sur ce côté gauche. Il était devant, droite, derrière. Il était même côté droit. Parfois, il était même côté droit. Donc, Mazikou, il a énormément donné dans cette deuxième mi-temps. Mais c'est vrai que je trouve vraiment très dommageable d'avoir attendu la deuxième mi-temps pour faire ça. Parce que finalement, moi, je pense que c'était quand même la solution face à Pilsen. Et puis pour finir sur le côté tactique, j'ai aussi senti, je sais pas vous, à la fin du match, quand Servette voulait à tout prix revenir au score après le 3-1, il n'y avait plus une volonté de jouer au ballon, mais vraiment une volonté de juste dégager. Et au mieux, ça passe. C'est ça. Mais le problème étant que, même Eberly le dit en conférence de presse, duel aérien, Pilsen, c'est leur jeu, c'est là où ils maîtrisent le mieux. Clairement. Donc pourquoi avoir joué comme ça en fin de match, selon vous ? Par dépit. Est-ce qu'il fallait pas maintenir une tactique quitte à
Leur tactique en soi sur tout le match, elle n'a pas forcément fonctionné, étant donné que quand ils jouaient au sol en début de match, ça allait bien, et après on s'est rendu compte qu'il y avait, en tout cas ma vision est qu'il y a eu beaucoup trop de déchets techniques sur je dirais 65-70% du match. Est-ce qu'au final ils se sont dit on balance et puis on voit bien ce qui se passe? Pour moi c'était du dépit. Enfin, je veux dire, moi je l'ai vécu peut-être de la même manière que les joueurs, c'est-à-dire t'es limite en état de sidération parce que tu commences le match avec un avantage au score. Tu commences le match, tu continues cet avantage au score. Tu as un trou d'air de 3 minutes qui fait que tout est à recommencer. Fin de match, on en parlera après avec le déroulé. Le péno à la 88e. Je pense que là, tu tentes le tout pour le tout. Quitte à même plus avoir de technique, de tactique, de je sais pas. Moi, je pense que c'était un peu du dépit. Du dépit, ouais. Enfin, en tout cas, j'ai terminé le match. J'ai rarement été autant dépité. J'étais, mais ouais, abasourdi. Je m'attendais pas à ça et j'y crois toujours. Vous me connaissez. J'essaye d'être à l'optimisme. Donc vraiment jusqu'à la dernière seconde, j'ai cru. Exact. J'ai vraiment essayé d'y croire jusqu'à la fin. Et je pense que comme eux, tu tentes le tout pour le tout. Tu t'en fous limite d'avoir. Combien de fois on a eu le débat de est-ce qu'on préfère bien jouer et perdre ou salement et gagner? Au final, voilà, tu tentes potentiellement un tout pour le tout, même si c'est moche. T'en sais rien sur une déviation, sur une erreur d'un défenseur, sur une main dans la surface. Selon Eberly, on a joué un beau football. Il disait que le Servette, quitte à perdre, a toujours voulu pratiquer un beau football dans ce match. Et c'est peut-être ça qui a joué dans le fait qu'ils ont voulu trop bien jouer alors qu'au final, il fallait peut-être faire comme Pilsen et jouer des coudes, quoi. Moi, je suis pas trop d'accord avec ce qu'il dit parce que les seules fois où Servette a bien joué, Pilsen, ils n'ont pas été dangereux. Donc, c'est pas en ayant bien joué que tu perds le match. C'est en ayant eu des phases où mentalement tu es fébrile, tu dégages parce que tu n'as aucune possibilité. Tu n'as pas la présence d'esprit de te dire que c'est par le sol en fait que la solution elle va passer. Puis honnêtement, c'est logique. Si tu joues contre une équipe qui a des plus grands physiques que toi, qui est plus rapide sur certains points et dans les impacts qui te bouffent littéralement, la seule option qui te reste, c'est de jouer au sol. Et tous les moments du match où Servette a joué au sol, Servette s'est créé des occasions. Et du moment où on a commencé à dégager, je crois que même Pilsen, ils se sont dit, c'est cadeau pour nous. Et on n'a plus gagné un duel. On a commencé, dès qu'on dégage, je pense qu'on peut regarder le match 10 fois, on peut même compter le nombre de duels qu'on gagne, je pense qu'on perd 90% des duels. Et puis dans le foot, quand tu gagnes pas les duels, que ce soit le premier duel ou le deuxième ballon, tu peux pas espérer grand-chose parce qu'à un moment, les 2 buts, ils viennent en 3 minutes, mais avant ça, il y a des vagues. Avant ça fait que arriver. Et il y a forcément un moment où ça craque. On sait que la défense de Servette, depuis le début de saison, c'est pas la défense la plus sereine. C'est pas la défense qu'on a connue des dernières saisons. Et à chaque fois qu'on dégageait, moi, je devenais fou parce que tu le sais que c'est ta solution de jouer au sol et pourtant, tu te dépies à envoyer des longs ballons. Même en jouant au sol, on leur a donné des ballons. Donc au bout d'un moment, moi, je me demande tu vois, ce que je te dis. Il te reste quelques minutes, tu balances. T'essayes. Non, mais je dis pas pour la fin de match. La fin de match, en vrai, combien d'équipes on voit balancer des longs ballons en fin de match? Mais c'est surtout, moi, ce qui m'énerve, c'est au moment où tu gagnes 1-0 et tu as 2-0 sur les 2 matchs, ton début de match, ton premier quart d'heure, il est bon. Ton premier quart d'heure, tu joues au sol. Et le point de bascule, c'est le moment où, comme tu dis, on a commencé, par dépit aussi, à partir du quart d'heure de jeu et de la 20e minute, on a commencé à balancer. On a recommencé à balancer comme on faisait à Pilsen en deuxième mi-temps. Sauf que là, au lieu de le faire en deuxième mi-temps, on l'a carrément fait en première mi-temps après un quart d'heure de jeu. Et quand tu commences à envoyer les ballons, comme par hasard, c'est à ce moment-là où Pilsen il commence à sortir un peu de chez eux et il commence à te faire des vagues. Et puis après, les buts, si on les décortique après, ils arrivent suite à quand même des erreurs individuelles. Il faut le souligner. Mais ces erreurs individuelles, avant ça, il y a un problème collectif de dégager la balle. Et malheureusement, tu prends des vagues et puis tu subis. Ouais. On va y venir sur ce déroulé du match très brièvement, parce qu'avant de donner vos 3 points, vos hat-tricks, on va quand même parler de la rencontre. Un match qui avait commencé bien pour Servette, avec un but arrivé très vite, à
à la 4e minute, si ouais. je ne me trompe pas. Mhm. Un but d'Antunes sur un centre un corner de Morandi dévié par Rouillet. Rouillet. Très bien exécuté, travaillé à l'entraînement, il l'avait dit. Ensuite, Mais tu le vois dans la joie des joueurs. Ouais. Ils sont tellement contents d'avoir réussi une combinaison comme ça. Ils sont directement. D'ailleurs, il y a plus de joueurs qui sont allés fêter Morandi qu'Antunes. Ça, j'ai pas vu. Mais... C'est normal. En même temps, maintenant, on a un joueur qui s'est tiré les corners, donc on peut aller lui dire merci. Hein. Et ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Hein. Malheureusement, à la 25e minute, après les matchs qui ne se terminent pas au bout de 25 minutes, bizarrement, on a un centre de la part de Pilsen et puis une absence de marquage. Alors, beaucoup de gens tombent sur Magnin sur cet extrait-là, l'image que vous avez ici sur votre écran sur YouTube. Mais pas autour de la table. Autour de la table, je crois qu'on est assez d'accord. Ah ouais, voilà. Autour de la table, on est assez d'accord pour le fait de dire que c'est pas Magnin qui fait une erreur de marquage, parce que si on voit bien, là, on peut pas le montrer en vidéo, mais Magnin est au marquage de ce joueur-là et du Ron Simi, si je ne me trompe pas. Oui. Et juste avant que le corner ait été exécuté, il demande à Steva de venir se placer sur le numéro 5 C'est ici, Spacil. Ouais. Il dit précisément, si vous regardez le ralenti, il montre de la main qu'il va prendre lui et que Steva doit revenir sur Spacil, sauf que Steva ne le fait pas. Il y a bien 5 secondes où Steva reste à sa place et ne fait rien. Et puis le centre, il va sur qui ? Il va sur Spacil, qui est vraiment absent de tout marquage et qui n'a juste à poser le pied et puis à tromper Ouais, mal. et puis quand tu es un minimum bon au foot, généralement ça pardonne pas. Hein. T'es à 5 mètres du but. La seule difficulté, c'est de reprendre son rebond. Mais quand tu n'as pas de pression, c'est plutôt facile. Hein. Après, il y a beaucoup de... ta remarque m'a fait penser qu'il y a beaucoup d'occasions de Servette où on a juste à la placer, à cadrer. Et je sais pas, les joueurs, à chaque fois, ils tiraient au-dessus du but, à côté. Ils voulaient tous mettre des lucarnes. Ouais, alors que des fois, il faut juste cadrer. Au pire, le gardien, il relâche et ça tombe sur un attaquant. Mais on a trop ce complexe de vouloir faire des belles frappes. Et encore plus maintenant, avec Mraz. Mraz, il est toujours en train d'essayer de regarder où le ballon va retomber si le gardien il l'arrête. Moi, j'ai regardé ça, c'est sur toutes les frappes. Mraz, il est toujours en train de continuer sa course. C'est un vrai numéro 9 renard des surfaces qui va être là pour récupérer ces ballons-là. Donc, on devrait encore plus, au moins cadrer, juste cadrer. Parce que si tu ne cadres pas... Et faire en sorte qu'il ait la balle aussi, parce qu'il n'a pas eu assez de ballons hier. Ouais. Moi, juste pour rebondir sur ce que tu disais, pour moi, j'ai envie de dire... Le symbole de la tentative ratée, c'est le premier tir complètement raté de Konya, où il a toutes les possibilités. Il peut faire une passe, il peut faire un centre, il peut allumer, et il tire, mais je sais pas, 7 mètres à côté du but, mais une frappe complètement ratée. Puis il n'est pas sous pression. Et il est pas, justement, aussi, il a toutes les possibilités, et il fait n'importe quoi. Moi, Konya, c'est quelque chose que je lui reproche trop souvent. C'est de ne pas savoir cadrer une frappe. Alors, le problème que je reproche à Antunes, c'est de les cadrer, mais qu'elle soit trop centrée et trop molle. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus des deux ? C'est ça. C'est un peu ça qu'il nous faudrait. Hein. Mais comme tu dis, moi, le point fondamental de ce but, c'est le temps entre l'information de Magnin et Steva, il y va pas. Et comme tu dis, il y a 4-5 secondes où il peut y aller. Ouais. Même si tu as un petit temps de latence, normalement, tu as tout le temps d'y aller. Et même si tu n'arrives pas à le prendre, déjà le fait d'arriver vers un joueur, ça lui met plus de pression pour sa frappe. Et Magnin, le point fort justement sur ce but, c'est qu'il le voit très tôt dans son dos, qu'il est tout seul. Il le communique, ouais. On le voit. Le deuxième but part aussi d'une profondeur du côté de Magnin. Là, il est un peu trop haut, Magnin, pour celle-ci, mais c'est pas plus sa faute que ça, puisqu'on voit que ensuite l'action se fait. C'est le capitaine, non, de Pilsen qui. Oui, c'est Vidra. Vidra, voilà, qui tire sur Mal, et Mal là, par contre, il doit l'arrêter. Si on voit l'arrêt sur image, c'est assez flagrant quand même. La balle arrive entre ses jambes. Il est très refermé dans l'axe. Normalement, en termes de XG, ça, je pense que c'est 0,01. Et il la repousse et puis ça retombe sur l'attaquant qui la met au fond, quoi. Erreur bête. Grossière erreur. À quoi ?
bah, À alors l'alternance. À l'alternance. À l'alternance. À la Et clairement. concurrence. Clairement. Manque de confiance. Moi, j'ai senti un mal, pas du tout comme le match à l'aller, parce qu'il y a peut-être une alternance et il y a eu ces questions. Bah, ça parle sur les réseaux, ça parle dans les médias, Ouais, ça parle Ça, partout. on parle énormément. Frick fait pas un bon match contre IB, du coup Mal il est là, bah ok, maintenant je dois prouver au match retour Ouais. que Ça met encore plus la pression. Je dois encore Plus de gagner pression. des points. Ouais. C'est ça le problème. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais avant les 2 buts, il y a un moment Mal, je crois que c'est peut-être dans le premier quart d'heure, je sais pas, sur un ballon totalement anodin, il rate sa sortie. Il passe totalement au travers de sa sortie, puis t'as Mazikou derrière qui la dégage. Mais quand il Je vois glisse, je vois pas l'action. mais à partir, complètement moi je pense qu'à passionnante, mais partir de ce effectivement. moment-là, comme cette action elle arrive plutôt tôt dans le match, tu te dis oula, il y a Ouais. déjà quelque chose qui va pas, parce que Mal son point fort c'est les sorties, je trouve. Ouais. Et là tout d'un coup c'est pas qu'il la claque ou il fait une mauvaise claquette, il la qu'il touche la rate. pas, Ouais, il la rate il passe complètement. totalement au travers. Et c'est à se demander, tu te dis s'il y a un fourbon ou quoi, parce que à passer à ce point-là au travers. Et puis bon bah après le reste du match, il y a quand même sur certaines prises de balles et tout ça, tu sens qu'il est pas dedans. Et Mhm. qu'il est fébrile et que la moindre chose va le tuer mentalement. Puis bah, tu as ce deuxième but. Là, alors là, je pense que pour le match, c'était terminé. Même si après cette boulette-là, tu n'as pas eu de gros manquement de Mal. Mais dû aussi, Servette s'est repris en deuxième mi-temps. Mais là, la première mi-temps de Mal, je suis désolé, mais elle est catastrophique. Mhm. C'est- Ouais. Alors, on a la frappe de Konya, comme on parlait David. La balle est là. Mais ça, c'est en deuxième bien. mi-temps. hein, C'est en deuxième mi-temps. Ils ouais. ont même pas réglé- c'est Non, pas alors qu'ils- c'était en première mi-temps. Moi, Ouais, tirage, t'as ta pardon. première frappe. Mais Alors, là, il y en a deux. l'image qu'on a ici, c'est une frappe un peu similaire, ou dans la position similaire, et puis il refait la même chose. C'est de Ouais. nouveau des frappes qui partent tout au-dessus du but. Il n'y a pas la mire qui est réglée à un moment donné. Ouais. Tu vois. On a une bonne action là de Morandi qui se centre pour Steva, Mhm. qui trouve le gardien. Steva aussi un peu en dessous. Ouais. À un moment, il fait une passe dans le vide. Oui, bah, c'est oui, l'extrait, oui, bah, ouais. Ça, Bah, c'est le manque justement, d'automatisme. Ça. c'est la fameuse action qui est pour moi une action magnifique, action d'école en une touche de balle, il remonte tout le terrain et il n'y a rien. il passe dans le vide. Mais ça, l'année dernière, on l'a déjà vu aussi, où tu as des remontées de terrain et tu n'as personne à la finition. Mais en fait, il fait la passe sans regarder. Donc pour lui, c'est un automatisme de se dire ok. qu'il y a l'attaquant là. Ah oui, mais d'accord, mais je ça suis reste un d'accord, problème, hein. je suis d'accord qu'il fasse ce qu'il a à faire, mais pourquoi il n'y a personne qui Oui, monte dans ce cas-là c'est là le problème. Là, le C'est problème, que c'est tu là. as quand même certains points qui sont pas rodés. Et puis après, Stanovic, est-ce que, tu vois, on est au 3e match de la saison, est-ce que pour toi les actions sont déjà rodées à ce point de faire des passes sans regarder? Non, après, bon, et à part Mbraz, c'était encore Mbraz qui était en attaque à ce moment-là. Je veux dire, les automatismes, tu dois quand même les avoir en équipe. Je veux dire, c'est pas parce que t'as un nouveau joueur sur le terrain que les automatismes, ils Ouais, n'existent mais là, pas. c'est vrai que t'as personne. Même tu montes. Enfin, je veux dire, ou alors tu dis à ton attaquant, cours. Bah, je sais pas, ça me paraît logique. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que ça fait pas 3 semaines que tu joues avec que t'es pas capable d'avoir, je te dis pas tous les automatismes, mais une intelligence de jeu. Ouais, mais là, c'était sur cette action, si je m'en rappelle bien, c'est qu'en fait, Stanovic, il est au cœur du jeu. Et en fait, Mraz, il fait un appel, mais devant Stanovic. Et puis, du coup, Stanovic, il fait une passe à droite, mais vu que c'est lui l'ailier droit, je sais pas qui c'est qui pensait qu'il y avait Ouais. à droite. En fait, Ouais. c'est Je sais ça pas. le problème. C'est ça le problème. J'aurais dû tirer. Mais bon, Steva, il tire jamais. Non. Expulsion d'un joueur de Pilsen. Là, on se dit tous, oh, trop bien, on va gérer. On s'est vu de nouveau trop beau. Fin de quoi. match, magnifique. Bon, expulsion méritée. Hein, parce que- Et Ah là, ouais, c'était alors un ça, par moment. contre, évidemment. Je me souviens, j'étais en haut et je me dis, mais on joue en quelle formation là? Je voyais Baron et je vois Mazikou, il est vraiment du côté droit. Et je Ouais, dis, il est mais, au milieu de ouais, terrain à droite. mais on là. est Guardiola pour jouer comme ça? Et là, bah, ils ont donné raison parce qu'il prend un rouge juste sur cette action-là. Rien à dire. Hein. Ah oui. Ah Tac non, par non, derrière. Ah oui, Le très ballon sale. est déjà là-bas, il est en train de tacler Mazikou. Les pieds en avant, rouge, clair. Rouge direct, bien sûr. Par contre, ce qui se passe après, On va arriver pour sur un moi, point fâcheux. c'est une faute c'est une faute stupide. Faute C'est vrai. professionnelle. 25e minute, on rappelle. Se prend un jaune pour une main parce que volontaire, parce qu'il empêche une action de jeu. Carton jaune assez généreux, je trouve. Parce que moi, je ne l'ai pas revu, mais pour moi, au Non, stade, non, je la il- trouve pas non, volontaire. non, Moi aussi, on mais Lucas me ralentit, dit le contraire. Moi vraiment, aussi, pour moi, elle en est fait, il généreuse. enlève la main et après il voit que la balle allait passer, il remet la Ok, main alors, volontairement. autant pour moi, ouais. Pour moi, il y a jaune et il n'y a pas, Moi, il y a pas de doute. moi, en fait, de la vue que j'avais au stade, pour moi, il veut mettre la tête, puis en ratant la tête, il la touche de la main. Non, non, il y a, Ouais, il y a un ouais. geste volontaire quand même. Ok, de ça sa va. part. Je vois la même chose que toi, Mathieu. Ouais, je suis pas fou, je suis pas fou. Non, tu n'étais pas Je fou. vous montrerai après le ralenti en off.
Et du coup, on est à la 68e, je crois, par là, juste 2 minutes après l'expulsion. Et puis, c'est vrai, déjà un jaune, le ballon arrive au milieu de terrain. Il décide quoi? De mettre la semelle sur la cheville du milieu de Pilsen. Alors qu'il n'y a pas de danger. Alors qu'il n'y a pas de danger, alors que tu maîtrises le match, tu as un avantage numérique. Et pour moi, c'est une faute professionnelle. Clairement. Ça se voyait que, on va y venir dans les hat-tricks du match, mais que Servette, mentalement, n'était pas dans le match du tout. Et ça en fait partie. Il y a eu un vrai manque de sang-froid, clairement. Puis c'est traduit par une faute de Séverin, mais totalement stupide. Il n'y a pas d'autre mot. Mais comme tu dis, c'est la faute de quelqu'un qui maîtrise pas ses émotions. Il n'a pas la tête froide et puis c'est vraiment dommage, quoi, parce que 2 minutes avant, tu as un vrai coup de boost parce que déjà que tu domines cette deuxième mi-temps, en plus de ça, ils perdent un joueur. Donc, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot à part dire que c'est une faute professionnelle. Ouais, clairement. À ce moment-là. Et puis la dernière faute, le coup de massue pour Servette. Magnin, malheureusement impliqué sur les 3 buts, même si on a pu le dédouaner pour le premier et un peu pour le deuxième. Là, pour le coup, rien à dire. Il perd son duel bêtement et puis il essaye de se rattraper. Encore une fois, comme l'analyse qu'on avait fait contre IB, Mazikou, par un geste de frustration, j'ai l'impression. T'es rattrapé par un attaquant, tu veux absolument pas être le fautif, du coup tu vas aller jusqu'à faire la faute et puis là, stupide, c'est dans les 16 et puis c'est la 87e. Mais tu sais, comme tu dis, frustration, parce qu'il sait que le duel qui amène cette action-là, où il le perd, il sait qu'il doit y aller beaucoup plus franchement. Il est trop tendre. Et puis, faute, pas faute, ça c'est la question. C'est très léger. Moi, je suis vraiment en face. Et sur le moment, je me dis, mais en fait, j'ai l'impression que je vois l'attaquant tomber presque avant le contact. Il tombe un peu avant. Il tombe au ralenti, ouais. Mais le problème... Mais il y a le geste de Magnin et c'est ça que... Il le touche, enfin, c'est pas il le ceinture pas, mais voilà. C'est toujours ce geste. Mais pour moi, c'est tellement... Tu peux pas siffler un péno comme ça à la 88e. Ok, on est Servetien. Mais après tout ce qui se passe, et en plus il se fait appeler à la VAR. C'est ça. Tu peux pas alors qu'il y a une faute de main juste avant. Et en plus ça. Et la VAR t'appelle parce qu'elle n'est pas d'accord avec la décision. Parce que si la VAR appelle, c'est qu'elle n'est pas d'accord. L'arbitre check les 2 situations et ce qui n'arrive pratiquement jamais. N'est pas d'accord avec la VAR et reste sur sa décision et donne le penalty. C'est incompréhensible. Alors, il y a 2 cas de figure. Est-ce qu'il a vraiment appliqué la règle à 100% pour la faute, ce que disait à la RTS le commentateur, c'est qu'il y a eu double point de contact. Double point de contact, ça veut dire que tu dois siffler faute parce que si c'était juste l'épaule, c'est un jeu d'épaule. Et il y a un seul point de contact. Là, le problème, c'est qu'il y a l'épaule et la jambe de Magnin qui touchent l'attaquant. L'attaquant rajoute, mais il y a quand même ce double contact. Donc, il y a penalty. La main, par contre, là, la question, c'est est-ce qu'elle était naturelle ou involontaire? Et là, pour moi, même si elle est involontaire, elle amène le but. Elle donne un avantage sur la course de l'attaquant parce qu'elle oriente le ballon vers l'avant. Mais dans le règlement... c'est pas précisé. Donc, il applique le règlement, l'arbitre en soi. Mais c'est ce qui a été revisionné, c'est la faute. Ça a pas été. C'est les 2. Ah, ça a été aussi la main avant. J'ai vu les ralentis, les 2 ont été revisionnés. Que ce soit la main et la faute. Moi, j'ai cru que c'était. Moi, j'avais vu que la faute a été revisionnée en fait. Mais après la faute, moi au stade, je suis derrière les 2 joueurs et puis en fait. Au moment où l'attaquant il commence à rentrer dans la surface, tu vois qu'il lève la tête et je crois qu'au centre, t'as pas grand monde. Hein. Tu vois comme on le voit. Et là, il est déjà tombé, mais il est tombé, il n'y a personne au centre. C'est ça qui rend la faute encore plus stupide de la part de Magnin, c'est qu'il n'y a personne dans l'axe. Et il commence déjà presque à tomber. Puis après, en fait, le problème, c'est que Magnin, il voit pas qu'il est déjà en train de tomber. Puis en fait, il rentre dedans. Enfin, il y a, comme tu dis, il y a double point de contact. Donc ça veut dire que c'est pas qu'il y a un bras qui traîne, c'est que tu as un point de contact en haut et en bas. Et le problème, il est là. Regardez, le double point, c'est en bas, il y a la jambe. Là, c'est l'arrêt parfait. Et là, en haut.
C'est le double point de contact. Qui le fait tomber, déstabilise, il tombe, et puis Magnin, il se plaint même pas, il sait qu'il a fait faute, quoi. Ouais, il, a c'est les- vrai. il a les- Il accuse le coup rapidement. hein. Ouais, très vite, tu le vois. Mais même, je pense Ouais. à la VAR quand il revisionnait, il voyait Magnin qui s'en voulait, mais il le sait. Et puis c'est tellement dommage parce que si t'as que ce bras là qui traîne, il enlève son péno. Ouais. Mais pour moi, ce qui fait la diff, c'est ce point en bas. Ouais, C'est les pieds. C'est là où ça se joue. C'est malheureux, mais bon, Pilsen a son penalty. Puis au final, ça a puni et c'est dans le sens du jeu parce que Pilsen dominait à cette fin de deuxième mi-temps, pardon, et l'avantage était clairement aux Tchèques. J'avais même pas vu, mais Après, c'est quand même un comble ça. faut le montrer à la caméra. Sur ma canette de coca, il y a quand même Joël. Au moment où on parle du pénalty. Joël Ouais, Mal. apparemment, Mal. il a eu un problème manuel. Moi aussi, j'ai eu Manu. On trouve ce qu'on peut pour se redonner le sourire. hein. C'est ça. Ouais. Hein. Mal n'arrête Tu pas vois, ça te le. rappelle des souvenirs, ça, Joël. Joël n'arrête pas le penalty malheureusement, même s'il part bien du bon côté. Ouais, il Et le encore, touche. une fois, je me dis, s'il n'y avait pas eu ces histoires de mal, fric, si tu avais un gardien en pleine confiance, cette main, il l'a un peu plus ferme. Il Il y a l'arrête. Il n'y a pas le but. Bon, Ouais. en Coupe de Suisse, il me semble qu'il y a un pénalty un peu comme ça qui sort. Ouais, Ah oui, Mais il a vraiment là- la main ferme. là, il n'était pas à confiance à 100%. Non, non. Tu te sentais que ce penalty, il n'allait pas l'arrêter. T'as la main qui tremble. C'est ça, Moi, je pense. malheureusement. Ça fait 3-1 pour Pilsen. Servette est éliminé. Moi, Il je n'y sais aura pas vous, pratiquement mais plus rien moi, au ensuite. pénalty, on pouvait. Moi, je suis pas parti, mais on pouvait déjà partir. hein. Oui. Je voyais pas du tout Servette égaliser. Non, et puis voilà, ça fait 3-1 pour Pilsen. Est-ce qu'on peut passer à nos petits hat-tricks? Est-ce que vous pouvez résumer le match en 3 points importants pour vous qui résument parfaitement cette rencontre? Qui veut commencer? Alors, je vais commencer. C'est ce que je disais en préambule. Est-ce que Servette a encore le complexe du petit? Comment dire, ça me fait mal de me dire que ayant connu un Servette européen il y a plus d'une vingtaine d'années, il y a une grosse équipe qui est retombée malheureusement dans un, je vais pas dire certain anonymat, mais sous une autre forme, a dû renaître de ses cendres et arrive progressivement à ressortir un peu la tête de l'eau par rapport à nos adversaires suisses que sont Bâle ou Berne ou même parfois Zurich. J'ai encore cette souffrance de me dire que malheureusement on reste malheureusement encore le petit. On a, je pense, ce complexe de se dire que ce qu'on a vécu il y a 2 ans, c'était, j'espère pas, une parenthèse enchantée. Ouais. Est-ce que on s'est vu peut-être trop beau? Est-ce que maintenant, justement, on se dit que si on a pu faire ça, on peut le refaire, d'aller aussi loin, je veux dire, en coupe. Moi, ce qui me fait peur, c'est de me dire qu'on n'a pas le courage de nos ambitions. On a envie de le faire. Ouais. Et quand on est devant la porte pour y arriver, tu ouvres la première serrure, mais tu casses la clé dans le deuxième verrou. Et je trouve ça d'une frustration Immense. immense. Ouais. Hier, avant le match, je ne m'étais pas fait de scénario. Vraiment. Je suis venu comme s'il y avait 0-0 et que c'était un match sec. Ce que j'ai vu sur le premier quart d'heure, c'est un Servette que je ne connaissais pas. J'ai été sublimé, je me suis dit c'est limite pas normal, c'est trop beau. J'ai l'impression qu'ils nous ont caché quelque chose pendant quelques temps et que ça arrive là maintenant. Mais en fait, ok, il y a un trou d'air, il y a 3 minutes qui cassent tout et qui nous remettent les pieds sur terre. Et en fait, c'est ça. En fait, c'est que Servette, face à sa vérité sur le terrain, c'est pas ce qu'on veut montrer. Il y a une différence toujours entre l'être et le paraître. Et c'est ça qui me fait mal. Et je pense qu'aujourd'hui, l'adversaire
le plus évident, on l'avait dans la compétition la plus compliquée à aller chercher. Parce que pour moi, aujourd'hui, Pilsen, en barrage de Champions, c'était plus abordable que Utrecht ou Sheriff. Tu penses ? Ouais, clairement. Pour moi, un deuxième de République tchèque, de championnat de République tchèque, est quand même moins fort qu'un quatrième du championnat des Pays-Bas, où Sheriff, on les connaît. Il y a aussi ça. On sait ce que ça peut donner, mais Sheriff Tiraspol, dans son championnat, c'est le leader incontesté. Ils ont l'équipe du pays. C'est peut-être une petite différence par rapport à ça. Mais pour moi, malheureusement, Utrecht ou Sheriff, ça reste quand même un poil au-dessus que Pilsen. Ok. Moi, je trouve que Pilsen, c'est plus dur que Sheriff. Mais par contre, Utrecht, là, je suis d'accord avec David. Pour moi, c'est plus fort que Pilsen. Moi, je trouve au contraire. Mais parce que je connais peut-être peu l'équipe d'Utrecht. Après, C'est pas tant que je connais bien l'équipe d'Utrecht. C'est qu'il y a 3 mastodontes aux Pays-Bas. Et d'arriver 4e, ça monte quand même le niveau. Ouais, c'est vrai que c'est une belle perf. D'être derrière l'Ajax, le Feyenoord PSV. et le PSV. certes, Ça mais fait en 3 termes G. Européens, j'ai pas vu beaucoup le FC Utrecht dans les compétitions européennes. Moi, j'ai pas Pilsen, besoin- je le vois chaque année. j'ai pas besoin. C'est con, hein, mais j'ai pas besoin de me poser la question. Et c'est là où je dis qu'on est encore le petit. C'est que tu peux même pas te dire que tu peux rivaliser rien que sur le papier. Ça, c'est mon premier point. Ok. Premier point, ouais. T'en as deux autres. Alors, mon deuxième point, je vais pas accabler Magnin, mais il nous manque un latéral droit. Il nous manque un défenseur à Bien droite. sûr, il nous je pense manque en une est- doublure à côté. Écoutez ça. Lapsus, parce que je trouve C'est- qu'il nous manque aussi c'est une doublure à fini. côté ça. Il nous manque une doublure à Tsunemoto. Magnin, il était titulaire parce que j'ai envie de penser que Eberly le titularise pour éviter que s'il y a des bêtises, ça soit Srdanovic qu'on tombe dessus. Alors je dis pas qu'il met Magnin pour protéger Srdanovic, je pense que c'est aussi une question de Et tout d'expérience, autant jeune, Magnin, de- avec, hein Srdanovic. Il est tout autant jeune. oui, oui, mais il a plus d'expérience Magnin sur le terrain. Enfin, Oui, et ça fait quoi maintenant? C'est la 3e saison. Ouais, Ouais, mais troisième Srdanovic, saison, Srdanovic, il a que quatrième, 18 ans. Magnin, il a Srdanovic, il est 21. rentré dans le groupe l'année dernière, donc c'est encore un petit peu tendre. Et je pense que même, imaginons, il aurait été titulaire aujourd'hui et avec plus ou moins le même scénario, on aurait dit mais pourquoi il a pas mis Oui, Magnin oui. titulaire. Mais maintenant, Aujourd'hui, il met Magnin parce qu'il n'a pas le choix. Donc pour moi, mon deuxième point, c'est clairement il nous faut un latéral. On peut pas faire la saison avec Magnin et Srdanovic. à part si, suite à ce match, ils se rendent compte que Srdanovic, il faut le mettre titulaire. Prochain match, tu mets Srdanovic, il fait une belle prestation. Mais moi déjà Srdanovic, veux- je veux le voir jouer avant de le voir jouer en championnat, avant de le voir jouer en coupe. Ouais, il a joué contre IB. Oui, mais Super je veux le match, voir, hein, homme du match. je veux le voir jouer. Ah, Je veux le carrément. voir jouer plus de matchs. Ce que je veux dire, c'est que sur un match, tu peux pas juger. Tu vois, imaginons Magnin, il a fait des bons matchs l'année dernière. Donc moi, quand on met Magnin sur le terrain, je vais pas être en PLS tout de suite. Je veux dire, il y a d'autres joueurs un Adams, par exemple, la saison dernière, par rapport à un Magnin. Ouais, Adams, je suis pas confiant. Magnin, je suis déjà plus confiant. Le problème, Mais- c'est Magnin, c'est que la saison passée, il a pas joué un seul match en tant que latéral droit. Moi, le problème, Pas c'est un qu'il seul match, il a hein. trop été baladé. Puis l'année passée, les peu de fois où il a joué latéral, il jouait à gauche. Avec Weidler, compenser non plus. Masico. Il a joué tout sauf latéral droit. Il jouait La dernière fois qu'il central, jouait latéral droit, c'était avec Geiger. ouais, sur les tout premiers matchs qu'il faisait. Ouais. C'est vrai, c'est totalement vrai. Mais moi, en vrai, tu vois, hier, quand je vois la composition, moi, comme je l'avais dit, mon seul point noir quand je vois la composition, c'est Baron. Parce que Baron, j'étais pas confiant avec un Baron titulaire. Mais par contre, Magnin, je trouve que c'est quand même compliqué de pas voir qu'il est pas dans son match au moins à la mi-temps. Tu vois, moi le problème c'est pas d'avoir mis Magnin, c'est d'avoir laissé Magnin autant de Ouais. temps. Tu vois, c'est ça le problème. Parce que Magnin commence, moi si j'étais coach j'aurais aussi mis Magnin titulaire parce que à droite, comme tu dis, on l'a pas assez vu Srdanovic en championnat pour déjà se dire ok, il va faire la diff en Q2 de Champions League. Donc C'est le surtout choix qu'à de un moment, départ tu est passes à 3. compréhensible. Quoi. Tu passes à 3 défenseurs et donc Magnin, c'est ton piston droit. Ouais. Il y a un moment où c'est ça, les latéraux se transforment en piston. Mm.
Ouais. Et les ailiers rentrent plus intérieurs. Et mon troisième point sur ce match, c'est j'aurais fait quelque chose à la mi-temps. Il n'y a plus cette phrase si vous étiez Weiler, qu'est-ce que vous auriez fait à la mi-temps? Eh ben, je la reprends, cette phrase Si vous d'il y étiez a 2 ans. marié. Non, mais à la mi-temps, il faut faire quelque chose. C'est pas possible. Là, l'équipe, elle va pas bien. Il faut modifier quelque chose. Et pour moi, clairement, il faut sortir Magnin à la mi-temps. Il faut faire quelque chose. Il est en souffrance. Ça se voit. Et moi, il y en a un autre que je vois aussi en souffrance, mais c'est peut-être ma vision, c'est Konya. Konya, je le vois en souffrance en termes de non-verbal. Je le vois tirer la... Alors ça, j'en ai vu tronche. beaucoup. Pas comme Konya. Mais alors pour moi, enfin, celui que je regarde sur le terrain en général, c'est Magnin, parce que pour nous, mais c'est Magnin, c'est Konya. C'est Konya parce que c'est notre métronome. C'est lui qui doit donner justement la direction que l'équipe doit prendre. Et quand tu en as déjà un qui n'a pas l'air d'être complètement sûr de ce qu'il doit faire, moi ça me fait peur. Et on sait qu'un Servette, quand Konya soit n'est pas là, soit va pas bien, c'est pas un bon Servette. Et on l'a encore vu hier soir. Bon, oui, moi je l'ai pas trouvé mauvais, Konya, personnellement. Moi, je l'ai même trouvé bon, Alors, Konya. Après, je suis d'accord que dans le côté mental, il se plaignait beaucoup à l'arbitre. Ouais, ça aussi. Il se plaignait beaucoup de tout, mais comme plein de joueurs, et c'est ça que je dis que à Servette, hier, il a manqué un côté mental, c'est qu'on s'est trop vite emporté envers l'arbitre, dès le premier but. Hein. Il y en a qui se plaignaient envers l'arbitre d'une main, je sais pas quoi. Oui, c'est vrai. C'est exactement. Déstabilisement. Ah ouais. Il s'était déstabilisé, il se prenait des jaunes bêtement. Mazikou, il se prend un jaune parce qu'il discute. Séverin, il se prend un jaune bête. En deuxième mi-temps, le rouge est stupide. Voilà, c'est vraiment des erreurs mentales dans le sens où on n'était pas dans le match. Voilà. Donc, je sais pas. C'était peut-être l'enjeu qui était trop fort pour les joueurs, donc ils se sont laissés emporter. À voir. L'enjeu, je pense pas. Il y avait quand même une qualification en jeu. Oui, mais je veux t'avais dire, ils toutes les mènent cartes en main. 2-0. C'est pas comme s'ils étaient en déficit et qu'ils devaient aller chercher quelque chose. C'est là où je pense que non. L'enjeu, je pense qu'ils savaient pertinemment où ils étaient. C'est juste qu'il y a quelque chose qui a... En 3 minutes, comment t'expliques qu'en 3 minutes, tu reviennes à 0? Pour moi, c'est vraiment un côté mental qui a des clics. C'est vraiment. Oui, mais c'est pas l'enjeu. Avant le premier but, il me semble bien, il y a plein de fautes du côté de Pilsen qui sont soit pas sifflées, soit pas sanctionnées d'un jaune. Et du côté de Servette, pratiquement chaque faute a été sanctionnée d'un jaune. Pourquoi? Ça, c'est la décision de l'arbitre, mais aussi parce que dans la mentalité, les joueurs, ils arrivaient vers l'arbitre, ils l'agressaient presque verbalement, parce qu'ils arrivaient très vite et énervés. Et puis, forcément, ça, inconsciemment, l'arbitre, il prend position dans ce genre de... Il se dit, il y a une équipe quand même qui me fait chier, si on peut dire les termes, et l'autre qui joue son jeu, et je vais plutôt... Je me souviens qu'on avait eu un débat l'année dernière comme ça. Je ne sais plus sur quel match c'était. Est-ce que Servette est une équipe trop gentille et qui devrait justement qui devrait plus justement aller se plaindre là, ils se sont trop plaints. Et voilà. Et maintenant, on se pose la question inverse. Est-ce que hier, on aurait dû faire profil bas, alors que l'année dernière, on faisait est-ce qu'on devrait un petit peu plus Mais c'était dans le jeu de Pilsen. Ils voulaient énerver les joueurs pour justement prendre l'ascendant psychologique. J'avais l'impression. Même à la fin, à la fin tout le monde le fait, perd du temps. Sûr, mais c'était le jeu de Pilsen. Eux, ils ont l'expérience. Mais c'est aussi de l'expérience. Alors ça, oui, bien sûr. Mais après, c'est pas parce qu'une équipe a de l'expérience qu'elle passe forcément. Non, bien sûr. C'est pour ça que je te dis, pour moi, Servette, il y a encore le complexe du petit. Et il y avait aussi un problème de trop gentil, c'est qu'on laissait trop frapper Pilsen. C'est qu'on les voyait arriver au 16 et on n'osait pas mettre le pied. Pour peut-être pas concéder de pénaux ou de trucs bêtes. Prendre encore un rouge. Mais c'est vrai que pour moi, on les laissait trop jouer. Alors que des fois, il fallait rentrer dedans, être méchant, mais dans le jeu, sans faire de faute. Ouais. Toi, Mathieu, t'en penses quoi? Écoute, c'est... Moi, je suis d'accord en grande partie. Juste, je suis d'accord du moment où on a commencé à se plaindre à l'arbitre, mais dès les premières actions, où, comme il a dit, David... Il y a un moment où Mraz et Konya ils s'entendent pas sur une 1-2 ou une combinaison, et puis directement déjà Mraz lui se retourne pour applaudir Konya pour dire que c'était bien. Puis en fait Konya lui il est retourné et puis il se plaint déjà. Et puis ça fait 5 minutes qu'on joue. Ça fait 10 minutes qu'on joue. Mais il est déjà en train de se plaindre.
Et ça, malheureusement, moi, ça m'a aussi un peu frappé parce que Konya, il est pas comme ça généralement. Est-ce qu'il était trop dans l'émotionnel hier? Mais moi, je pense que c'était pas le seul. Je pense Parce que que- tout le monde était un petit peu trop dans l'émotionnel. On a parlé du cas Séverin. Lui, c'est l'exemple parfait de quelqu'un qui ne gère pas ses émotions. Ouais. Non, mais je Et- disais Konya parce qu'à la fin du match, il est pratiquement en larmes. Donc, est-ce qu'il a pris trop à cœur ce match, cette qualification, cet enjeu? Est-ce qu'il s'est dit ça repose sur moi? Parce qu'à un moment, il fait aussi des percés tout seul. Ouais. Ouais, Mais c'est quand, vrai. quand il fait ses percées, c'est des percées où je trouve pas qu'il le fait parce qu'il doit se voir comme celui qui doit porter Servette, mais il fait surtout ces percées-là parce que ces percées-là, on en a besoin à ce moment-là et puis il n'a pas d'autres possibilités. Parfois, il part pour dribbler 2-3 joueurs, il fait des percées exceptionnelles. Et Konya, on le voit rarement faire ses percées comme ça. Parce que souvent, Konya, il fait des passes, il combine. Et là, tout d'un coup, on arrive dans un match où nos seuls moyens sur certaines phases, c'est que Konya, il dribble 2-3 joueurs au milieu de terrain et là, ça enclenche quelque chose. Donc là aussi, ça soulève un autre point. Mais oui, Konya, il était mentalement un petit peu, je pense, à fleur de peau. Et puis oui, après, on n'a jamais été dans cette position, Servette, depuis qu'on est en Europe. Je pense à la saison de Weiler ou à la saison de l'année passée, la première saison d'Eberly. On n'a jamais été dans cette peau de celui qui mène et qui doit défendre un score au match retour. On Ça, a je suis toujours d'accord été avec dans la peau de celui qui n'a rien à perdre, qui doit jouer son va-tout. Et toutes les grosses perfs qu'on fait à la Praille, c'est 1-1 contre la Rome. Parce que la Rome, on se dit, bon, on va faire du mieux qu'on peut, un partout. Contre Chelsea, tu as perdu 2-0 à l'aller. Tu lâches les chevaux parce que tu n'as plus rien à perdre. En plus, tu perds 1-0 chez toi à cause d'un penalty. 2-1. Tu gagnes 2-1 contre Chelsea chez toi. Qui l'aurait cru? Et malheureusement, là, tu arrives, tu as gagné 1-0 à Pilsen. Dans ta tête, tu as fait le plus dur. Et pour nous tous, tu as fait le plus dur. Gagner à Pilsen. On l'avait évoqué dans l'analyse que tu as genre 6 équipes qui ont battu Pilsen chez eux. Puis c'est que des énormes clubs d'Europe. C'est des Real, c'est des Barça, c'est des Manchester United. Et Servette vient s'asseoir à cette table. Donc tu te dis, ils ont fait le plus dur. Et puis après, on va rajouter une couche. Mais tu mènes 1-0 en plus au bout de 4 minutes. Donc il y a, je pense, un complexe aussi d'avoir un manque de lucidité au moment de faire ce pas vers assumer un rôle un petit peu plus grand. Et c'est là où David il a raison. C'est peut-être qu'on a un complexe de se dire oula, mais là on est peut-être trop proche et puis on commence un peu à s'auto-saboter ou on commence à stresser, je sais pas, mais envoyer des longs ballons alors que tu joues les 15 premières minutes, ballon au sol et que tu joues bien, pour moi, il y a quand même un déclic mental qui s'est passé, un mauvais déclic mental pour le coup. Et c'est là où pour moi, le coach, qui sera mon premier point du hat-trick, Ouais, tu peux start ton hat-trick. c'est Eberly. Pour moi, honnêtement, bien sûr qu'il y a des joueurs qui ont fait des mauvaises perfs, mais pour moi, hier, Eberly, il est tout aussi responsable que ses joueurs hier, à cause de la contre-performance sur certains points. Parce que tu as Eberly, pour moi, à partir déjà de quand tu te prends le premier but, on a souvent relevé pendant 70 minutes, c'est une statue sur le banc. Il ne fait rien. Je ne le vois pas à un moment replacer ses joueurs, je ne le vois pas à un moment haranguer ses joueurs. Et moi, je trouve que tous les meilleurs coachs, c'est des coachs qui communiquent. Et tu as plein de coachs qui, quand son équipe elle est sous pression, ils font calme avec les mains, ils leur disent retournez au sol. Moi, honnêtement, si je suis Eberly, au premier but, ça fait déjà 5-10 minutes que tu fais que dégager. Tu prends des vagues. Tu appelles Rouillet, tu lui dis vous repassez au sol, on calme l'équipe. Et qu'est-ce qu'on fait quand on engage le but? Première chose qu'on fait, on redégage un ballon. Tu mets de l'huile sur le feu. Tu as déjà une grosse braise et en plus, tu alimentes ça avec des longs ballons. Et Pilsen, du coup, les vagues, elles reviennent parce que tu gagnes pas un duel devant. Stevanovic, Mraz, Morandi, c'est pas eux qui vont gagner des duels de la tête. Et pourtant, Mraz, je trouve qu'il s'est très bien débrouillé physiquement face à ses joueurs. Mais c'est un des rares. Et sûrement que lui, en tant que Slovaque, il a peut-être plus à faire à ce genre de défenseur et ce genre de jeu dans les championnats auxquels il est passé. Mais je trouve qu'il y a un réel problème en termes de communication. Le rôle du coach, ça doit être lui qui doit gérer les émotions. Et il a en aucun cas, je trouve, influencé sur la gestion des émotions à ce moment-là où Servette est en perdition. Parce qu'ils ne sont pas en perdition dès qu'on prend le but, ils sont en perdition avant ça. Avant ça, il y a déjà un problème. Parce qu'on prend des vagues avant de prendre ce premier but. Et le deuxième but qui arrive 3 minutes plus tard, c'est clairement ils sont dans l'émotion, ils sont un peu désorganisés, à l'image de Magnin. Magnin, il est beaucoup trop haut sur le terrain. Tu le vois, tu as la ligne de 3, Mazikou et les deux centraux. Magnin, il est un cran trop haut.
Et dans l'émotionnel, il y a aussi Mal, il est dans l'émotionnel. Qui c'est qui va douter d'une balle facile à capter entre guillemets pour un gardien pro? Elle lui arrive sur la poitrine, il a plus qu'à la ramener vers lui. Il en a fait 1 milliard. Il l'a capté. Et on a toujours dit que c'était un bon point fort de Mal d'être propre. Non, mentalement et dans l'émotionnel, tac, quelque chose qui va pas non plus. Et voilà, c'est pour ça que moi je soulève Eberle. Je trouve que hier, beaucoup de gens tirent sur Magnin, tirent sur Séverin, à juste titre sur certains points. Mais je crois que celui qu'on doit pointer du doigt hier, en grande partie, c'est, pour ma part, c'est Eberle. Je trouve qu'hier, Eberle, il n'a pas été au niveau du rendez-vous que le match demandait, quoi. Et puis, moi, je voyais la claire différence entre le coach de Pilsen et le coach Eberle. Et le coach de Pilsen, il était franc-fou. Il faisait des allers-retours sur sa touche, toujours en train d'encourager ses joueurs. Moindre balle perdue, il tape des mains, il crie, il donne de sa personne. Et ces joueurs, ils se transcendent. Et moi, j'ai pas vraiment ça avec Eberle. Donc, j'ai un peu de peine. Moi, je suis très pour les coachs à la Jürgen Klopp qui sont là pour qui sont des leaders de groupe. Ouais. Tu sens qu'ils sont écoutés. Et puis, paradoxalement, je trouve qu'un coach qui est totalement fou sur sa touche et qui communique énormément, ça va quelque part rassurer et calmer certains joueurs qui ont peut-être besoin d'avoir certains conseils de plus haut. Moi, honnêtement, on a tous fait un peu de foot dans notre vie. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ton premier réflexe, c'est un peu de regarder l'entraîneur. L'entraîneur, c'est quand même celui qui, entre guillemets, a toutes les solutions théoriques. Donc, l'entraîneur, il doit venir pour calmer un peu ses joueurs. C'est celui qui il n'est pas dans le match. Il est justement en retrait. C'est pour ça qu'il n'est pas sur le terrain. C'est qu'il peut amener un point plus froid et plus posé, plus pragmatique sur la situation. Donc, j'ai un petit problème sur la gestion d'Eberle. Puis, je vais revenir encore sur un autre point, parce que là, c'est que le point des 70 premières minutes. Et moi, mon problème aussi, c'est que dès la première fenêtre de changement, il sort pas Magnin. Et moi, pour moi, il doit sortir Magnin. Et il doit le faire déjà à la mi-temps. Mais on sait que Eberle, faire les changements à la mi-temps, c'est pas vraiment dans son habitude. Donc, dès la première fenêtre de changement, moi, je sors Magnin, parce que même si tu lui laisses une deuxième chance en deuxième mi-temps, jusqu'à la 70e, Magnin, jusqu'à la 70e, c'est pas mieux que la première. Il est juste pas dans son match. Et je trouve que c'est faire vivre un calvaire à un joueur de laisser dans un match où je pense que même lui sait qu'il est pas bon. Et en plus, tu le sors au pire moment. Tu le sors juste après qu'il concède un penalty. Pour moi, mentalement, la gestion, elle est catastrophique. Complètement. Donc, et quel intérêt de se ressortir à la 88e? Tu sors à la 88e. Non, mais c'est totalement bête, parce que c'est pas à ce moment-là que Serdanovic il va monter. Ah bah non. Pardon. Bah évidemment. J'ai pas compris. Franchement, ce changement à la 88e, dans ma tête, j'étais là. Mais pourquoi tu le fais au final? À ce moment-là, à la 88e, laisse-le. Là, t'as plus besoin. C'est fini. Je pense que tous les changements n'ont pas été perspicaces. Même les sorties de Morandi, d'Antunes, de Mraz, alors que c'était tes meilleurs joueurs sur le terrain. Ouais. L'entrée de Guimeno et le fait qu'on lui envoie que des ballons en l'air alors que c'est pas son jeu de jouer avec des ballons en l'air. Voilà, c'est des choix très bizarres. Je sais pas, si tu fais rentrer Guimeno, tu dis qu'on joue au sol. Et puis, la seule entrée cohérente, c'est Braun, mais pour Antunes. T'enlèves le meilleur joueur de la rencontre. C'est ça, je reprends les changements qui ont été faits, il n'y a rien de cohérent. T'enlèves un des rares qui te fait liant. Et ce qui aurait été intéressant à voir à la limite, c'est de faire rentrer Guillemeno pour Antunes, à la limite, pour faire tourner. Tu gardes le même rôle, quoi. Emraz et Guillemeno pour voir. Emraz, il est essentiel dans cette fin de match. Pourquoi il sort les meilleurs? Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que. Emraz, j'avais pas l'impression qu'il était exténué ou qu'il était à bout. Bah non, parce qu'il a pas tant donné. Enfin, parce qu'il a pas eu les ballons pour. Donc oui, je pense qu'il avait encore la forme pour terminer le match. Ouais, j'ai pas vu un joueur, tu sais, avec les mains sur les genoux, en mode il en peut plus. Si, il y a Mazikou à la toute fin, là, quand il se fait rentrer il se fait remplacer. Mais sinon. À part Mazikou, puis en plus c'était compréhensible parce que Mazikou il a fait une deuxième mi-temps que des allers-retours. Donc ouais. Et puis après mes deux autres points pour le hat-trick, Mal malheureusement. Mais sur un point négatif, c'est la contre-performance de Joël Mal. Et puis après, Séverin. Moi je vais mettre que des noms propres. Eberle, Mal et Séverin, ça va être mon top 3 très négatif. Donc, tu vois, je mets même pas Magnin dedans. Parce que pour moi, Séverin et Mal, ils font des erreurs qui coûtent presque plus cher parce que
là-dessus, Eberle, il peut pas vraiment avoir d'influence directe. Là où pour moi, Magnin, c'est du 50-50 entre une faute professionnelle, une faute de jeunesse de Magnin typique. Et pour moi, les autres 50%, ils sont pour Eberle, parce qu'Eberle, c'est le rôle d'un coach de sortir un joueur qui n'est pas en forme. Je pense que si Magnin il sort, il n'est pas déçu, parce qu'il le sait. Il le sait que c'est une contre-performance pour lui. Et c'est lui rendre service que de sortir, et puis tu lui dis, prochain match. De toute façon, prochain match de championnat, il joue, parce que Mazikou est suspendu. Donc, de toute façon, il va jouer. Bon. Oui, peut-être, il va peut-être bricoler, on ne sait pas. Mais je ne sais pas, je trouve très mauvaise gestion en grande partie d'Eberle. Ouais. On va passer au top et au flop. Comme ça, vous pourrez vous dire des avis négatifs sur vos flops. Surtout. Après les tops, on en trouvera quelques-uns. Il y en a. Jingle. Puis il faut continuer ce chemin, jouer au football, puis il faut gagner les matchs. Passe pour Jérémy Guimeno. Goal pour le Servette FC. C'est comme quand on ramasse les cerises, on a un œil sur la cerise et puis un œil sur le panier. Voilà, il faut toujours plutôt regarder en haut. Faut jouer au football, puis il faut gagner les matchs. Oui. Hier, on a ni joué au football, ni gagné les matchs. Et ni le but de Guimeno, on n'a pas eu non plus. Il n'y a pas de cerise non plus. Non, Geiger était là, mais... Ouais, le jingle. On s'est pas refait la cerise hier soir. Top et flop, on va commencer par les flops, parce que je pense qu'on a besoin d'extérioriser un peu. On en a déjà ça. parlé, quelque part. Mais je pense qu'on peut les citer, et après, si on en a déjà vraiment parlé, on va pas s'acharner non plus. Ouais. Est-ce que vous avez un flop à dégager, le plus gros flop du match? Moi, je vais prendre ce que tu disais avant, parce que c'est pertinent, et tu as raison, et j'y avais pensé aussi. Eberle. Moi aussi, c'est le gros flop du match pour moi. Pas le droit de prendre le même. Non, bien sûr. Mais Eberle, pour moi, alors principalement pour sa non-gestion des remplacements. Ouais. C'est pour moi, c'est voilà. Au niveau de la compo, voilà. Après, on sait que c'est un stoïque. T'as des calmes qui peuvent faire performer leur équipe sans avoir besoin de s'exciter. Même si je suis d'accord avec toi, je préfère les exciter. Je trouve que ça donne plus de piment au match. Mais c'est sur sa non-gestion des remplacements, parce que pour moi, clairement, il fallait faire quelque chose dès la mi-temps. C'est là où ça... J'étais surpris qu'il n'y ait rien qui se passe à la mi-temps, vraiment. Puis rien ne se passe jusqu'à la 70e. C'est ça le pire. Et ce qui se passe, c'est ce qu'il ne faut pas qu'il se passe. Exactement. Voilà. Exactement. Après, alors moi, la différence de vous, moi, j'ai pas envie de tomber sur Séverin. Même si, clairement, on pourrait. Mais encore une fois... C'est peut-être pas de sa faute uniquement, mais Magnin, il est trop tendre. Et encore une fois, il n'y a pas d'autre solution. C'est ce que je disais avant. S'il y avait eu un autre joueur plus fort que Magnin n'aurait pas été titulaire à mon sens sur ce match. Il n'est pas assez aguerri, mais ça, est-ce que c'est qu'un problème d'Eberle, ou est-ce que c'est un problème de limite du joueur? Je sais pas. Est-ce qu'il sera capable d'atteindre un niveau supérieur d'ici la fin de la saison ou l'année d'après? Je sais pas. Et moi, ce qui me fait peur, c'est qu'il verrait, ça se trouve, il va partir, j'espère pas à Bâle, ou à IB dans 2 ans, et puis qu'il aura le niveau qu'on attendait à Servette. Je sais pas. Ouais. C'est là où on verra justement si c'est un problème d'entraîneur ou si c'est un joueur qui est limité sur certains points. Moi, déjà, à l'heure actuelle... Juste pour revenir sur le potentiel de Magnin, moi Sardanovic, du peu que j'ai vu pour l'instant, il me donne plus de prévisions potentielles pour lui. Et moi je trouve qu'il y a plus de potentiel. Ce petit-là, Sardanovic, il est bourré de talent. C'est un vrai petit joyau brut qu'on a là. Et je pense que si on le polit assez bien, ça peut devenir un très 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 bon latéral, non seulement de Super League, mais un latéral suisse de très très bon niveau. Et je crois que ne pas le brusquer et bien le gérer, ça va être la chose la plus importante, parce que je crois que le niveau et le talent, il est là, je crois. Je crois que honnêtement, en plus, il a un énorme point fort pour moi, c'est sa vitesse, quoi. C'est un joueur extrêmement rapide. Et pour un latéral, on sait que ça va rendre énormément de service. Dès qu'il sera dépassé, il pourra compter sur sa vitesse. Offensivement, pour les dédoublements, il peut compter sur sa vitesse. Et techniquement, il est bon. Techniquement, c'est un bon joueur. Après, je pense aussi qu'il va se retrouver dans la même case que Magnin, où s'il veut jouer en Europe et tout ça, va falloir peut-être renforcer physiquement un peu. Ouais. Pour la petite histoire, Sardanovic, il y a 2 ans,
il joue avec les M17, enfin les U17 du coup. Il est promu avec les M19 à 17 ans. Et la saison passée, il est promu avec l'équipe première à du coup 18 ans. 17 ans, 18 ans. Il a fêté ses 18 ans en cours d'année. Donc ça montre le potentiel du joueur. Et qu'il a sauté plusieurs gammes c'est une de ascension classe. fulgurante. Et voilà, il a du potentiel. Il joue avec les U19 en Suisse, l'équipe nationale. Ça m'étonnerait pas de le voir avec les U21 non plus. Je pense que c'est un vrai crack. Je pense que c'est un vrai crack. Je le pensais pas J'espère aussi qu'il fort. reste assez longtemps pour qu'on s'en rende compte, parce que moi j'ai trop peur avec les expériences passées qu'on a eues, que justement dès qu'il y en a un qui sortait un peu du lot, faisait 1 an ou 2 et puis au revoir. Et encore on a de la chance de le voir en première équipe. C'est vrai. Mais là de plus en plus je pense qu'on verra les très très bons talents de Servette rester au club pour essayer la première équipe, parce que maintenant on commence à avoir ce statut de gros club en Suisse. Maintenant qu'on parle de Servette au niveau national, on pense direct au podium. C'est un club qui est pour moi avec voilà, tu peux rajouter Lugano dans la danse, mais pour moi les trois gros clubs de Suisse, pour moi c'est Bâle, IB et Servette, sans être chauvin, tu vois. Et avant, les autres joueurs ils partaient tous dans des centres de formation comme Bâle, comme IB. Et là maintenant, petit à petit, tu vois des joueurs, tu vois, typiquement un Varela. Je pense qu'il y a 2-3 ans, Varela, il serait même pas monté en équipe première. Il aurait été pisté par Bâle et il serait parti à Bâle. Mais je crois que maintenant, de plus en plus, les jeunes, ça devient une motivation pour eux d'atteindre l'équipe première de Servette, parce que comme on dit, on peut jouer la Coupe d'Europe, on peut jouer le haut du championnat. Et puis, même si l'année passée, ça a été un faux pas, c'est la Coupe de Suisse, on est quand même assez régulier ces dernières années. On va souvent jusqu'au dernier carré. Jusqu'à parfois la gagner. Parfois. Une fois toutes les 23 ans, ce serait mieux qu'on augmente un petit peu la dose. Ça serait bien. Du coup, Flop et Burley. Ouais, Burley et puis. On a une magnifique citation juste là, si le match s'était arrêté à la 25e minute. Tout le monde aurait été content. Ça veut tout dire du bonhomme. Voilà. On a d'autres citations. On a. Regardez, Magnin n'a pas fait un mauvais match à mon goût. Il ne faut pas taper sur nos joueurs. Après, ça, c'est de la protection du joueur. Je comprends. Oui, mais faut pas le dire comme ça. Enfin, je suis désolé, mais. Et puis voilà, plein de citations que je vous laisserai lire de la part. Après, il y a des trucs qui sont justes. Hein. Il dit qu'il y a une différence d'expérience et qu'il devait faire mieux quand même. Que voilà, ça, j'avais dit avant, on a voulu jouer au football et pratiquer un beau jeu, quitte à perdre. Ouais, mais tu vois, c'est peut-être c'est moi, hein, mais c'est presque contradictoire avec ce qu'il dit. On doit faire mieux, mais après, si tu l'entends sur le jeu, on a bien joué, mais on a perdu. Donc, qu'est-ce que tu veux de plus? Les détails étaient contre nous aujourd'hui. Oui, bon. En vrai, les détails, qu'est-ce que ça veut dire, les détails? Parce que si pour lui, le carton rouge de Séverin, c'est un détail, la faute de Magnin, c'est un détail. Oui, je parle des décisions arbitrales, je pense. Ouais, le penalty, le carton rouge. Parce que le carton rouge, en vrai, il est justifié. Contre Servette. Oui. Et le penalty, en vrai, il est aussi justifié, tu vois. C'est pas des énormes erreurs d'arbitrage où pendant tout le match, tu as l'impression que l'arbitrage, il est à contresens. Non, là, c'était assez... franchement, l'arbitre a assez bien géré son match. J'ai pas trouvé de décision scandaleuse. Il n'y a pas eu de décision scandaleuse, parce que pour moi, le seul point noir, je trouvais que c'était beaucoup trop gentil, c'est le carton jaune sur Séverin de la main, mais parce que moi je pensais que c'était une tête ratée, puis en fait il la touche de la main involontaire. Mais comme tu me dis, s'il y a un geste volontaire, pour moi, alors une grande partie des décisions arbitrales étaient. Il y a peut-être juste le truc que la VAR l'appelle et qui reste sur sa position, qui m'a un peu titillé dans le sens où c'était peut-être une erreur. Ou pas, hein. Peut-être qu'il avait raison au final. Mais après, quand on regarde le ralenti, même s'il joue bien le coup, l'attaquant. Je pense que c'était pas assez flagrant pour qu'il annule le penalty. Parce que sinon, ça aurait mis dans l'autre sens en fait. Sinon, tu as tout le côté autre, le côté Pizen qui dit que c'est un scandale parce qu'il y a 2 points de contact. Donc, oui, moi je pense. Mais il y a main au début, il y a main. Je sais pas ça pourquoi il le sanctionne pas, en fait, la main. Au tout début. Mais bon, les mains, de toute façon, on sait que c'est à l'appréciation. C'est un grand nuage. On est dans le brouillard total avec ces mains. Ça change chaque année. Chaque année, on a de nouvelles règles. Puis l'année d'après, on a une contre-règle par rapport à cette règle. Je crois que les mains, faut arrêter d'essayer de comprendre. Ouais. Du coup, ton flop, tu avais dit, c'était. Moi, mon flop, c'est Joël Mal. Ok, Joël Mal. Mon Joël Mal, parce que de A à Z, il
Je trouve vraiment qu'il a pas fait un bon match. Au match aller, ça a été super mal. Hein. Super mal. Et puis là, dit comme ça pourrait être aussi valable pour le retour. C'est ça. Mais c'était super mal. C'était super mal pour le retour. C'est juste changer l'intonation. Exactement. Tu vois, au match aller, c'était super mal. Et au match retour, c'était super mal. Super mal. Très bon acteur. Coupé. Ok. Pour moi, mon flop, ça reste Séverin. Pour moi, c'est une erreur qui a changé le cours du match. En fait. Ouais, c'est quand même une grosse erreur. Ouais, mais ce qui est dommage, c'est le rouge qui est stupide en fait. Et même le premier jaune est stupide. Pour moi, il s'est fait emporter dans un truc. Et si on reste à 10 contre 11, ce match, je suis pas sûr qu'on se prend le troisième. Ouais, mais au-delà de ça, il fait 2 fautes, c'est vrai. C'est pour ça que ça m'embête de lui tomber dessus. Il fait 2 fautes qui amènent 2 jaunes. Il fait pas un match sale, franchement. Je sais pas. Je l'ai pas senti confiant non plus à 100% en charnière centrale avec Rouillet. Il y a des erreurs défensives qui sont... Mais toute la ligne défensive n'était pas en confiance. Il n'y en a pas un qui m'a rassuré. Ouais, mais on avait dit pareil contre IB, on a dit pareil au match aller, qu'au final c'est toute la défense, mais c'est vrai que c'est... Depuis le début de la saison, c'est pas non plus... Par rapport à Magnin, pour moi, pour moi, il est plus flop que Séverin, mais après, encore une fois, c'est une question de... Moi aussi, je trouve que dans l'ensemble du match, Magnin, il est un poil en dessous que de Séverin, tu vois. Parce que moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois, en fait, je vais pas dire que je ciblais Magnin, mais dès que je voyais la balle, Magnin la perdait. Il veut la relancer, c'est pas assez fort, ça vient directement dans les pieds de Tchèque. Il y a des relances dans l'axe suicidaire. Voilà, c'est ça, exactement ça, les relances dans l'axe. Beaucoup de reprises. C'est pas une fois, c'est beaucoup ça. de fois. C'est ça. Et à chaque fois que je l'avais, le nombre de fois où j'ai dû dire mais Magnin, je pense que c'est le mot que j'ai le plus prononcé pendant 90 minutes hier, quoi. Ouais, clairement, non mais c'est vrai. Et ça m'embête de lui tomber dessus, mais franchement hier c'est vrai que alors est-ce que les Tchèques aussi ils faisaient pas exprès de jouer sur lui parce qu'ils ont dû sentir la faiblesse du côté droit, ce qui fait que ils se sont dit youpi, on va tout miser sur ce côté-là, comme ça on va le mettre en difficulté, on le sent pas. Possible aussi. On pourra leur poser la question. Ouais, bien sûr, tu parles tchèque. On va passer au mercato. Au top peut-être, non? Ah oui, pardon. Oh non, on va rester avec C'est vrai que j'ai pas fait les tops. Oui, on a quelques tops. Qui veut commencer pour les tops? Alors, je vais recommencer. Franchement, je vais mettre Morandi. Morandi, très bien. J'ai adoré Morandi. Morandi, c'est un joueur que j'avoue, je suis pas bichane, je regarde pas trop Getse. donc c'est pas un joueur que j'ai vraiment l'habitude d'observer. J'ai aimé son énergie et c'est un joueur qui va nous faire énormément de bien, surtout sur les corners. Ouais, les coups de pied arrêtés, ouais. Et là, je pense que ça peut être pas mal. Donc ouais, moi je mets Morandi en top parce que vraiment j'aurais pu mettre Emraz aussi parce que très 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 bon aussi hier, même si malheureusement il n'a pas les bâtons pour se mettre en évidence. Mais ouais, top Morandi et puis mention spéciale à Emraz. Ok. Moi j'allais mettre du coup Mraz en top. J'allais mettre le compère, la deuxième nouvelle recrue. Et ouais, Mraz, même s'il marque pas, c'est de nouveau un très bon match de Mraz dans le jeu. Je pensais qu'il aurait moins d'influence que ça. Je le trouve très influent en fait dans le jeu. Et balle au pied, c'est un joueur extrêmement précieux. Et puis moi j'adore son jeu en une touche. Ses déviations sont absolument exceptionnelles. Parce que c'est un profil qu'on connaît pas. Enfin, je sais pas, en tout cas, quasiment Servette, pas. C'est un profil qui joue comme Crivelli dos au but, mais je le trouve encore plus propre techniquement que Crivelli. Il est plus technique même que Crivelli. Et puis, parce que les déviations, ok, c'est pas un joueur qui va faire des roulettes ou des passements de jambes, mais techniquement, ce qu'il fait de jouer en une touche, ses remises, elles sont quasiment tout le temps impeccables. Et je trouve qu'il comprend déjà bien les mouvements des joueurs autour de lui, ceux de Konya, ceux de Stevanovic, ceux de Morandi, ceux d'Antunes. Et ça en fait une arme très très puissante parce que hier, on l'a dit, il a eu un seul ballon un petit peu désaxé et puis encore là, il bat le gardien, mais malheureusement, tu as un défenseur qui passe derrière. Mais le but qu'il met à l'aller, il est sublime. Ouais, exactement. Puis encore le but qu'il met à IB, c'est un but d'attaquant, il fait une tête lobée d'instinct. Et là, il n'a pas eu les ballons. Et je suis convaincu que c'est un joueur, du moment où on arrivera à donner ses ballons, c'est un joueur qui te mettra une action sur deux au fond des filets. Donc si, en plus d'avoir un très bon attaquant de surface, on a un attaquant qui, dans le jeu, peut s'avérer très important comme hier, c'est une perle rare, ce Mraz. Ouais.
Moi, je mettrais en top Antunes. J'étais sûr, on te l'a laissé, c'est ton sosie. C'est vrai. Ah, on était d'accord. Hein. Enfin, j'ai les cheveux un peu plus courts. Non, Antunes, très bon match de sa part. Oui. Très déçu de le voir sortir si tôt Oui. dans ce match parce que c'est lui qui amenait le danger devant. Il faisait un bon lien, je trouve, ouais. entre toute l'équipe. Peut-être sur la fin du match un peu trop offensif, dans Ouais, la volonté de peut-être. vouloir revenir dans le match. Mais dans ses passes, dans ses combinaisons, en fait, dès qu'il est dans le jeu, on sent son importance. La saison passée, quand il était blessé, on manquait un peu de ce 10 là qui faisait la différence. Maintenant, on a Morandi aussi qui peut faire ce poste-là. On l'a Donc, vu Antunes techniquement, se blesse. Morandi. Mais très bon d'avoir aussi. les deux dans l'autre jeu, ça fait des belles combinaisons, des beaux circuits de passe. Donc moi, Antunes en top. Ouais, je te rejoins aussi parce que je trouve que c'est le meilleur match de Antunes depuis longtemps. Enfin, en termes de Jerry Mark, ça fait longtemps. Et en termes de présence sur le terrain. Enfin, vraiment, je trouve qu'il a été très, très vivace. S'il marquait ses frappes de loin. Si, ouais. S'il cadrait s'il centrait un petit peu moins sa balle. Hein. Là, j'aurais dit oui. Non, mais c'est vrai que Morandi, hier, j'ai trouvé excellent techniquement. Mais c'est vrai ce qu'Antunes fait, il n'y a personne qui peut le faire. Honnêtement, la technique qu'il a, cette capacité à se retourner dos au jeu, c'est unique. Ouais. C'est unique. Il a un pur talent. Balle au pied, Antunes, je l'ai encore trouvé une fois magnifique. Hein. Moi, Antunes, je le trouve souvent dans le jeu assez excellent. Bien sûr que on lui tire dessus sur le fait qu'en tant que 10, il n'est pas assez décisif. Hier, il marque. Donc autant que ça lui donne encore plus d'expérience pour la suite. Mais oui, Antunes, avec Bijan l'autre jour, on parlait et puis on disait que un joueur comme ça, même si Morandi peut jouer en 10, la qualité d'Antunes, on la retrouvera pas chez lui. Et ce sera un autre mode de jeu parce que, je sais pas, Antunes, il a quelque chose de spécial. Ouais, sur ces belles paroles, on va passer au Mercato avec un jingle que vous connaissez bien. On va leur faire croire un projet bidon. Ils vont nous donner les 7 millions et on fera 50-50. 50 000 balles chacun? Oui. Oui. Ah oui, il manquait le pardon. Oui. Attends, oui. Alors, petite rumeur transfert, parce qu'on parlait de latéral, et puis hier est sortie la news. Déjà, la news sur l'autre latéral d'Ajaccio, Strata, a été abandonné. Normalement, il va partir à Saint-Etienne. Décidément, Saint-Etienne, on les voit beaucoup cet été. Saint-Etienne et Servette sont très liés quand même. Mais une autre rumeur est arrivée ce matin avec celle de Lilian Njo, un Français d'origine toulousaine, qui joue en Série C, en 3e division italienne, à la Salernitana, donc un ancien coéquipier de Dylan Brown. Ouais. Je sais pas ce que ça vaut, mais du coup il a joué en Série B la saison passée, il a été formé à Colombier, puis parti à Le Mans. Il a plus un rôle à ce que je vois, de doublure de Mazikou, parce que c'est un pur latéral gauche, pas un latéral. Là, on soulève un point. Est-ce qu'on a besoin d'un profil comme ça? Alors, vu l'expulsion de Mazikou, le fait qu'il faut une doublure pour Mazikou, je pense que oui, mais après il faudrait aussi chercher un latéral droit. Du coup. Moi, je serais allé chercher un profil. Ça l'a pas fait, et puis je pense peut-être heureusement pour nous que ça l'a pas fait. Mais tu vois, Ivan Masson, c'était un profil beaucoup plus cohérent. Alors, il a certains problèmes extrasportifs, peut-être qui expliquent parce que aussi Ivan en Masson partie, aurait concédé le penalty. non, mais tu vois, c'est un joueur qui était déjà un peu plus vieux. Il avait une expérience européenne faible, ok, mais il avait déjà joué certains matchs de Conference League. Et c'est un latéral droit qui pouvait dépanner à gauche. Et moi, je pense qu'il faut qu'on ait cherché un profil comme ça, un latéral droit qui peut dépanner à gauche. Comme ça, à droite, t'as Magnin, mais Magnin. Plutôt un latéral gauche qui peut dépanner à droite, non? Non, parce que ça veut dire que sinon, pour moi, il faut renforcer le latéral droit titulaire. Je suis d'accord. Parce que il nous faut déjà rien qu'un latéral droit pour l'Europe. Là, si après, ça se trouve, on n'aura peut-être même pas de compétition européenne. Je n'ose pas imaginer ça, mais si on a une phase de ligue, on ne peut pas partir avec Magnin ou alors Serdanovic a une ascension fulgurante comme ces 2 dernières saisons et puis il sera excellent et puis on aura trouvé le latéral droit. Mais à l'heure actuelle, pour le mercato, je crois que la priorité c'est d'avoir un pur latéral droit expérimenté, 25-26 ans au moins,
à mettre à droite. Et puis, Magnin, on sait que du jour au lendemain, si Mazikou il est blessé, si Mazikou il doit souffler en cours de match, il peut dépanner à gauche. Mais je crois qu'il faut qu'on parte là-dessus. T'as Baron qui peut aussi un peu dépanner à gauche. Donc, prendre un latéral gauche, ça veut dire que tu es OK pour partir avec Magnin et Serdanovic pour la saison. Et je dis bien pour la saison et pas pour le championnat. Mais le facteur Europe, faut pas l'oublier. Et tu vois, Pilsen, c'est un échantillon de ce qu'on va rencontrer dans les Coupes d'Europe. Des équipes plus physiques, avec des styles de jeu bien plus impactants. En Super League, suivant la plupart des matchs que tu fais, Servette, généralement, ils sont pas entrés dedans comme ça. On les laisse jouer parce qu'en Super League, on est une des équipes qui a la plus grande maîtrise technique. Donc les joueurs, ils vont pas forcément nous rentrer dedans à ce point-là parce qu'ils savent que techniquement, on peut s'en sortir. La Pilsen, ils ont mis un impact énorme et je pense qu'en Europe, c'est ce qu'on va retrouver. On a retrouvé ça quand on a joué Ludogorets, quand on a joué Pilsen, quand on a joué le Slavia Prague, quand on a joué le Sheriff. C'est toutes des équipes qui mettent énormément d'impact physique. Puis en plus, après, techniquement, ils sont bons. Donc moi, je pense que ce profil-là, il serait intéressant si on avait déjà un Tsunemoto à droite, en fait. Ouais. Mais je crois que son arrivée est imminente, selon. Oui, c'est elle est très très vite. Je crois que c'est quasiment fait. Ouais. Je crois que là, il va signer. Il n'y a pas de discussion de si on le prend ou si on le prend pas, parce que je pense qu'on va le prendre. Mais dans quel rôle, justement? Si on le prend... Est-ce que c'est pour jouer ce samedi contre Saint-Gall parce que Mazikou ne sera pas là? Puis après, on le revend. Sans avoir. Ouais, je sais pas. Fomba fait pareil. Ouais, mais tu n'a pas joué. Oui, mais tu vois, pas le même poste. Ça me fait moins peur. Mais tu vois, sur Transfermarkt, les Strata et Ivan Masson, c'est des joueurs qui pouvaient jouer à droite. Après, là, lui, il ne peut. Enfin, là, pour l'instant, c'est même pas dit qu'il peut jouer à droite. Donc, après, c'est un jeune potentiel parce que je vois que dans sa courbe d'évolution, en tout cas en prix. En prix sur Transfermarkt, il est à 750 000. Après, moi, c'est un joueur que je connais pas, mais aux rumeurs. Il est 23 ans. Aux rumeurs, l'achat c'était 50 000 plus pourcentage à la revente. Ouais. Ah bah peut-être il est en fin de contrat, c'est pour ça. 2026. Ah non, 2026. Ouais. 2026. Il lui reste un an. C'est un beau prix. Ah oui, c'est donné. Ouais, enfin, j'ai envie de dire, là, tu te dis, allez, on le prend, puis on voit au pire. Généralement, quand tu mets un pourcentage à la revente, c'est que le joueur est bon. Et que je crois que tu allais dire c'est qu'il est à 20%, mais non, c'est que généralement le joueur est bon et tu sais que tu vas te faire une marge parce que le club va le revendre ensuite pour plus cher. Ouais. Mais moi, ce joueur, je le prends que dans un seul cas. Moi, je suis d'accord, c'est une bonne idée si on le prend, si c'est la pure doublure de Mazikou et qu'au mercato, tu vas encore chercher un latéral droit. Et puis moi, honnêtement, pour moi, l'effectif, j'ai réfléchi l'autre jour et je me dis, si on recrute encore un latéral droit, on n'aura pas 5 latéraux. Parce que pour moi, Magnin, s'il va sur le banc, je le trouve plus intéressant à dépanner au milieu de terrain que de le mettre latéral. Donc ça veut dire que moi, Magnin, je le garde en tant que couteau suisse sur le banc. C'est une option sur le banc en tant que couteau suisse. Il peut même commencer certains matchs au milieu de terrain. Et pour moi, tu vas chercher un vrai latéral droit. Et la doublure du latéral droit, c'est Serdanovic. Comme ça, tu auras du temps de jeu pour Serdanovic, du temps de jeu pour Magnin. Et Magnin, ces dernières années, il a eu... Là, il y a eu un décès de maillot. Là. Il y a un maillot qui est tombé. Ouais, il y a un maillot qui est tombé. Là. Voilà, il en peut plus. Il en peut plus. La musique est triste, là. Là, c'est pas lui. Ah non, c'est... Ah voilà, un maillot... C'est le deuxième enterrement de la journée, c'est quand même très triste. Hein. Voilà, le maillot ne pouvait pas supporter la défaite et a donc quitté l'émission. Un vieux maillot. Un vieux maillot. L'époque de Servette que David a connu. Ouais, non, quand même pas, ouais. Il n'y avait même pas de sponsor. Voilà, parfait, il est remis en place. On disait oui, non, oui. J'étais vieux, je crois, ouais. Non, mais tout ça pour dire que je pense que là, la solution est la suivante. Tu prends ce joueur en tant que latéral gauche, doublure de Mazikou. Magnin, tu le relègues sur le banc. Sur certains matchs, il peut jouer titulaire, mais plus au milieu de terrain pour faire souffler des autres joueurs. Et en latéral droit, tu vas chercher un pur, vrai latéral droit bien expérimenté. Et au vu de ce que Serdanovic te montre depuis un certain temps, c'est Serdanovic la doublure de notre nouveau potentiel vrai latéral droit et assez expérimenté. Et puis, il y a toujours ce facteur blessure. Si tu as Serdanovic qui se blesse ou si notre potentiel vrai latéral droit se blesse, Magnin qui est sur le banc, tac, il revient à ce côté-là. Magnin, je pense que
son gros atout qu'on n'utilise pas assez, c'est sa polyvalence. Bah si, justement, on l'utilise. Mais on l'utilise peut-être trop parce que justement, on l'utilise pas à sa juste place. À sa juste place. Et pour l'avoir utilisé à plusieurs postes, je crois qu'au latéral, même si c'est son poste de formation, moi j'ai vu plus de bons matchs de Maignan au milieu de terrain. Oui, je suis d'accord avec toi. Moi, pour moi, pour utiliser le plus on va dire la polyvalence de Maignan et aussi son poste au milieu de terrain, c'est de le mettre sur le banc. Non mais c'est de l'utiliser comme un petit joker, tu vois. Non mais je m'attendais pas à ça comme phrase. Le mieux c'est de le mettre sur le banc, quoi. Non mais en vrai, au vu de la gestion, si on recrute un latéral droit, on doit prêter quelqu'un. Et moi je pense que Maignan, si on le prête, c'est pas tant le désastre que ça. Alors moi je suis d'accord relativement avec vous deux, mais ça dépend. Alors oui, pour moi il faut un latéral droit comme tu dis. Dans ce cas-là, si on prend un latéral droit, faire en sorte que Sardanovic, ça soit notre doublure, je suis d'accord. Après, tout dépend de ce qu'on veut vraiment faire de Maignan pour le futur. Est-ce qu'on veut vraiment en faire un arrière droit pour le futur? Et dans ce cas-là, oui. Là, il faut prêter. Dans ce cas-là, je suis d'accord pour le prêter. Parce que dans ce cas-là, on a une vision claire pour le joueur. Si on n'a pas cette vision claire, autant le garder, parce que je préfère toujours avoir une profondeur de banc supplémentaire et avec justement une polyvalence qui peut être appréciable, plutôt que de le prêter et puis pas savoir ce que le club en question va en faire. Parce que si tu le prêtes aussi et puis que finalement ils vont se dire « Ah ouais, mais c'est vrai, il est polyvalent. Ouais, on va quand même le faire jouer au milieu de terrain quand même. » Tu l'auras prêté pourquoi ? Après, tu peux mettre une clause dans le contrat. Ouais, merci de le faire uniquement jouer par contre Servette et arrière droit. Et 90 minutes par match obligatoire, tu vois, donc non mais c'est pour ça dépend quelle est clairement la vision à long terme, parce que je serais pas contre le fait de le prêter, mais ça dépend pour quelle raison, ça dépend où, et parce que tu vois, si c'est pour le prêter en challenge, quel est l'intérêt aussi? Non, Super League, je pense. Ben oui, mais alors dans ce cas-là, quel club? Tu vois, si c'est pour qu'il joue la relégation avec tu vois, si c'est pour le prêter à Winterthur pour qu'il joue beaucoup, mais qu'au final ça soit des matchs compliqués toujours contre la relégation, ok, ça va le faire jouer, ça, ouais, mais où va être le côté peut-être bénéfique du prêt au c'est bout le de l'année. fait de jouer. Oui, c'est le fait de jouer. Mais est-ce que ton magazine vraiment l'expérience dont tu as besoin pour Maignan si tu le prêtes à Winterthur? T'as des joueurs qui sont revenus après un prêt et qui ont totalement été boostés. Tu vois, typiquement Tounès qui part en prêt. À Chiasso, ouais. Il part à Chiasso et quand il revient, il a du temps de jeu. Et pourtant, Chiasso, c'est pas un énorme niveau de jeu. Mais à ce moment-là, on joue pas encore la Coupe d'Europe quand Tounès revient de Chiasso, tu vois. Je crois qu'en Tounès, Maignan, je crois que le problème, c'est que ça fait déjà 2 ans qu'il est dans l'effectif pro où il joue. Ouais. Et ça fait 2 ans que à chaque rentrée entre guillemets, on se dit qu'il faut quelqu'un à sa place en fait. Il y a pas ces fameuses années où on a à la Imery, à la Antunes, où on se dit il est indiscutable, tu vois. Parce que pour l'instant, il n'a pas encore montré que justement il était devenu indispensable. Et moi, donc, je suis d'accord avec ça. C'est pour ça que moi, pour l'instant, je suis pour lui garder en tant que joueur d'effectif et pas lui confier cette tâche de titulaire. Et je te suis totalement. C'est pour ça que je dis le prêter, oui, mais ça dépend pourquoi. Ça dépend de la vision du club et ça dépend ce que le club qui va être prêté va en faire. Ouais. Clairement. C'est pas comme si tu prêtes un attaquant, un BU, où c'est pour s'aguerrir, puis de toute façon c'est pour cette passe-là, puis après pour le futur. Là, si on parle vraiment sur le fait que dans 3 ans, Maignan c'est notre titulaire au poste, à mon avis, il faut qu'il soit prêté à l'étranger. Oui, moi c'est ça. Il faut qu'il soit prêté à l'étranger. Le championnat suisse, c'est pas ce qu'il faut pour ça. Oui. Même une 2e division allemande. Tu vois, un truc où je sais pas, il va se prendre des coups. Non, mais je pense que clairement, il n'a pas pris assez de coups. Hier, tableau de Ligue 2. Ou un haut tableau de Ligue 2. Ouais, clairement. Il faut un match, ou enfin un club où ils prennent des coups. Hier, il a été trop tendre. Trop tendre, ouais. C'est ça. Enfin, je veux dire, j'ai l'impression qu'il a encore un peu du lait derrière les oreilles. Tu vois, parce qu'en Super League, t'as pas ça. Mais c'est ça justement. Et c'est ça. Je dis, si tu le prêtes Maignan, ok, d'accord. Mais tu le prêtes dans un club où, entre guillemets, il va en prendre plein la gueule. Et c'est ce qu'il lui faut. Ouais. Parce que Servette, c'est un peu les bisounours. Tant que tu lui dis que, comme disait Eberly, Maignan, il n'a pas fait un mauvais match, puis que tu vas pas lui taper dessus en lui disant
Ouais, il faudrait peut-être un peu rehausser le niveau de jeu, tu vois. Je pense qu'il faut aussi le confronter à une exigence un peu supérieure si on veut en tirer un peu plus de potentiel. Je pense qu'on a assez développé le sujet. On va passer, si vous voulez bien, à la preview du prochain match, qui opposera Servette et Saint-Gall, match qui aura lieu au Stade de Genève samedi à 18h. Un match qui est pour la deuxième journée du coup de Super League. Ouais, Saint-Gall, qui est déjà limite capitale. Saint-Gall qui pour qui capitale pour Eberly. Pour Servette. Non, pour moi, le club sera toujours au-dessus de l'entraîneur. Ouais, mais on est en droit de se poser la demander, question. Hein. Eberly, ça fait 2 défaites de suite. On sait qu'il est sur la sellette. Hein. En tout cas, il est le choix de Weiler. Maintenant que la direction sportive a changé, est-ce qu'il est toujours le choix de la direction ou est-ce qu'il est là parce que il a prolongé son contrat parce qu'il avait une clause? Ouais, mais moi j'avais justement entendu, en tout cas, j'ai pas eu d'article formel qui dise ça, mais de ce que j'ai entendu, c'est Eberly, pour l'instant, voilà, comme tu dis, son contrat il a été prolongé à cause d'une clause et tout ça. Mais actuellement, c'est pas le choix numéro 1 de la direction. Et apparemment, la direction ne sont pas forcément satisfaits de son travail. L'année passée, on fait 2e. Mais il faut regarder aussi ce qu'on a fait autre part. Et puis, on est 2e parce que tout le monde se mange dessus. Hein. C'est ça. Donc, on est 2e, mais on se fait manger par Chafouz en coupe. Ouais. En 32e ou un truc comme ça. On est l'année passée, on est 2e en étant moins bon que la saison. On fait 3e avec Weiler. En championnat, là, on était 3e avec Weiler, on était bien meilleur. Et là, l'année passée, on fait 2e. Oui, tout le monde se mange dessus. Nous, qu'on fait des matchs nuls, les autres ils perdent, ils font match nul. Enfin, voilà, on a été un peu 2e par défaut des autres. Par défaut, c'est ça, c'est un peu par défaut. Donc, je pense, et il me semble qu'il est un petit peu sur la sellette. Puis ça avait dit que s'il faisait un mauvais début de saison, son avenir allait clairement et sérieusement être remis en cause. Ça fait déjà 2 défaites de suite. S'il devait se faire virer. Hein. Moi, j'étais déjà pour qu'on change, mais malheureusement, on a recommencé avec lui. Donc, on va voir. À lui de nous donner tort. Mais je ne demande que ça. Dès samedi, Saint-Gall qui s'était imposé contre le tenant du titre, Bâle, la première journée. Ouais, c'est pour ça que ça bizarre. fait déjà peur. Saint-Gall qui est une équipe où on fait souvent des matchs nuls, pas trop. C'est toujours assez compliqué de jouer contre eux. Ah ouais, c'est plutôt là-bas qu'ils sont forts, mais qu'on arrive à les battre et quand ils viennent chez nous, c'est plutôt du nul, c'est ça? Un peu des deux en fait. J'ai regardé les stats, les derniers matchs qu'on a joué contre eux, si je me trompe pas, il y a pas de victoire. Attends, je vais te dire ça. On attend la stat. Alors, Servette, Saint-Gall, TAT. Alors, confrontation. Les 5 dernières, on perd chez eux, on fait match nul à domicile, on fait match nul chez eux, on fait match nul chez eux et on gagne à domicile. Ouais, donc c'est plutôt des matchs nuls. Une victoire, une défaite, 3 nuls. Exactement. Et à chaque fois, c'est des très très gros scores. 1-0, 1-1, 1-1, 2-0. Donc au maximum, il y a, pour ceux qui vont faire des pronostics, 1-1. La cote à maximum 2 buts dans le match. La cote à 3 buts ou plus, faut oublier. Alors on oublie tout de suite. Alors, je vais pas vous demander comment vous voyez ce match, je vais vous demander quel 11 vous alignerez, sachant que Mazikou est suspendu et que Fomba peut jouer ce match. Et que vu les prestations de mercredi, si vous voulez faire souffler pour le match d'Europe, si vous étiez Eberly, là vous avez le choix de la compo. En sachant que le match d'après, c'est déjà l'Europe. Ouais, c'est le jeudi. On enchaîne jeudi, 5 jours après. Qui vous mettez? En gros, qui on met? Faites votre 11. Ok, alors. Oui, mais il faut qu'on soit un minimum réaliste. Ouais, c'est ça. Ah oui. On suit la cohérence. Au niveau du gardien, on va pas mettre mal. Non, vous suivez comme si vous étiez Eberly. Ok. Oui, mais dans le sens où notre compo idéal ou la compo qui va sûrement aligner. La compo qui va sûrement aligner. Oui, voilà. Okay. Après, vous pouvez dire votre compo idéal, mais. Ce sera Frick dans les buts. Mais en tout cas, pour les gardiens, tu vois, on est obligé de penser sur ce qu'il va mettre. Il va mettre Frick. Ouais, mais sinon, je vois après, pour les autres joueurs, je vois la nuance. Ok, à gauche, il met qui du coup alors? À la place de Mazikou, il met Magnin? Non, moi je pense qu'il va mettre Magnin. Ok. Il l'a mis à gauche quand AIB.
Moi, je vois Baron. Ah ouais. Baron à Ah gauche. ouais. À une défense centrale, du coup, C'est vrai, ça reste. Moi, à droite, Serdanovic. J'ai un petit doute. Hein. Moi, je me demande si Braun il va pas jouer. Braun, il a commencé contre IB. Oui. Mais non, parce que c'est vrai, il va pas jouer le match contre. Ouais, mais ça peut très bien être Braun, c'est vrai, comme IB. Ouais, ça pourrait être Braun. Braun qui a fait. Braun, pour l'instant, c'est un sans faute. À chaque fois qu'il joue avec Servette. Contre IB, Braun, c'est un des meilleurs Servettiens sur le terrain. Ouais, je suis d'accord. Braun Séverin, ça peut être pas mal. Ou Braun, il peut pas jouer sur le côté aussi. Il peut jouer latéral. Oui, c'est vrai que c'est pour lui donner plus de temps pour justement préparer le match de jeudi. Je pense qu'il va à la ligne dimanche. T'as bien raison. Braun Séverin. Braun Séverin faire souffler un dans peu l'axe. Ok, donc ça ferait alors Mazik à la place de Mazik ou Baron ou moi je pense Magnin, et puis au vu de la performance de Serdanovic contre IB, moi je pense qu'il serait tenté de le titulariser. Mais ça c'est. Ouais, je mettrais Serdanovic à droite. Ah, toi tu mettrais Magnin. Ah oui, sur mais le je banc, mettrais Magnin sur le banc. Ok. Bah match pas très je bon et suis d'accord. tu veux sanctionner mais d'une manière soft, c'est que tu le mets sur le banc pour le prochain match. Pour le coup, je pense que je vais suivre Lucas. Avec Baron à gauche. Ouais. C'est possible. Hein. Moi je pense Magnin à gauche. Parce que moi je pense que Magnin. Parce qu'il y a Fomba qui sera là en milieu def, t'as besoin de Baron. Donc Magnin peut-être. Alors il y a deux psychologies. C'est soit tu le fais rejouer tout de suite, mais dans ce cas-là tu le fais pas jouer contre Utrecht ou Sheriff. Je sais pas qui. Le match il a commencé mais il a pas fini. Non mais Utrecht a gagné 3-1 à Sheriff. On sait jamais. Le football, on a gagné 1-0 à Pilsen. On a pris 3-1 en retour. Ne rappelle pas ça. C'est derrière nous. On parle de Saint-Gall. Voilà. Donc ouais, je pense qu'effectivement, moi je vais peut-être suivre tes 4 de défense. Effectivement, Baron, Séverin, Braun, Serdanovic, milieu de terrain, Konya, Fomba. Sur les côtés. Moi je fais souffler les deux. Tu fais souffler les deux? Non, mais je fais souffler un joueur. Au moins, je pense j'essaie de mettre un joueur qui n'a pas trop joué comme Diallo. Ou Varela. Je fais rentrer moi pour le coup alors. Je ferai rentrer. Après, ouais. Diallo. Tu mets le même. Je mets le même milieu de terrain que contre IB, Konya Fomba, parce qu'il y a aussi un truc, c'est qu'on va pas commencer le championnat avec 2 défaites. Ah non, moi je disais plus devant, à la place de Morandi. Ah, à la place de Morandi, je pense honnêtement que je mettrais peut-être presque une équipe qui ressemblerait, hormis la défense, au match de Pilsen en première mi-temps et que je ferais tourner mais rapidement en deuxième. Ouais, moi aussi je pense. Ça, j'attends pas la 88e pour faire un changement. Mraz, Morandi, Antunes, peut-être que je tenterais de Guillemenot en pointe. Mais moi, c'est vraiment pour faire tourner. Moi je pense qu'il va laisser Mraz. Je pense aussi. Parce que Mraz, il a l'air bien physiquement. Le truc, c'est que, ok, on fait juste un petit point sur le cas Guillemenot. L'année dernière, ça a été une catastrophe, on le sait. Là, depuis le début de la saison, avec les matchs amicaux, on avait l'impression d'avoir un espèce de new Guillemenot. S'il le remet directement remplaçant contre Saint-Gall, vous attendez pas à avoir un Guillemenot qui va remonter psychologiquement la pente. Hein. Non, moi, je suis d'accord de mettre Guillemenot en tant que titulaire. Parce que c'est pas mon choix. Hein, pour l'instant, la Super League, c'est pas la priorité. La priorité, c'est l'Europe. Le match contre Utrecht, là, t'aligneras Mraz. Mais là, Saint-Gall, déjà, c'est l'ancien club de Guillemenot. En plus, il a fait une bonne pré-saison, donc c'est pas un choix illogique de le mettre titulaire non plus. Et en plus, tu fais souffler un peu tes cadres pour un match contre Saint-Gall, qui au pire, si tu le gagnes pas, c'est pas si grave que ça. Moi, je mettrais, je vous dis, mes 4 devant, je vais vous surprendre, mais moi, je mets Steva à droite. À gauche, je mets Jalot. À la place de Morandi, je fais souffler Morandi. En pointe, je mets Mraz. Et derrière Mraz, je mets Guillemenot. Mraz Guillemenot, ouais, c'est faisable aussi. J'ai envie de voir ce duo parce que Guillemenot, c'est un attaquant qui se sublimera avec un autre attaquant. Je les vois pas les deux en même temps, titulaire contre Saint-Gall. Je sais pas. Pas titulaire, mais ça puisse avoir lieu pendant le match, oui. Faire souffler un Antunes, pour moi, c'est pas déconnant. Ou alors, tu mets Antunes dès le départ. Et à la 60e, tu fais rentrer Guillemenot pour Antunes. Mais généralement, ce qu'il fait, c'est qu'il va faire rentrer à la 60e Guillemenot pour Mraz. Ça, généralement, il le fait tout le temps. Je pense qu'Antunes va commencer le match. Parce qu'il est sur une bonne continuité. Oui, mais il a un très bon match. Ouais, mais ça serait bizarre de sanctionner. Ouais, il a joué tout le match. Tu ne penses pas qu'il va le faire Il est sorti vachement tôt, Antunes. Il est sorti à la place de Braun. 70e. Oui, c'est même plus tard. 75. Plutôt, non?
Ouais, mais après, le premier changement, il était à la 70e aussi. C'est ça. Oui, c'est ça. Le premier changement était à la 70e. Mais non, mais moi en vrai. Mais par contre, à gauche, moi je vois bien une titularisation de Abli Jallo. Ouais. Moi je vois bien ça. Ou à droite. À gauche. Tu mets... Mais Steva, il va enchaîner. Tu penses? Ouais. Moi, je pense aussi. Steva, l'année passée, il a fait 0 match sur le banc. Si, il en a fait. Ah ouais? Oui. Quand? Pas en Coupe de Suisse. Mais... Quand Weiler, non. Eberly, il faisait en mode, il mettait un peu des 11 bizarres là. Il mettait Benyangba, il mettait. Ah oui, peut-être. Bah, à ce moment-là, il y avait Steva, il était sur le banc sur un match. Ah ok. Et je crois bien que le match contre Braga, il joue pas. Enfin, il est sur le banc, Steva. Ah peut-être. Je me souviens. Contre Chelsea, je crois qu'au match aller, non. Peut-être aussi, il est pas titulaire. Non, je crois contre Chelsea, si quand même. Mais Braga, mais Braga, je crois qu'il joue pas. Mais bon, ça reste genre 2-3 matchs sur toute la saison, tu vois. Non, bien sûr. C'est pas alors que Koutessa, il a été plus que 2-3 matchs sur le banc. C'est vrai, Koutessa, il a pas mal enchaîné. Le côté gauche, il y avait bien plus de facilité à faire tourner, tu vois. C'est clair. Mon idée, c'est pas de faire trop de tournées non plus contre Saint-Gall. C'est pas le but parce que après, si on se retrouve à 0 point ou 1 point en 2 matchs, bah c'est loin. Ça fait déjà. Ça se rattrape vite en Super League. Je pense que. Ouais, mais comment c'est comme ça d'entrée au niveau mental, psycho, c'est pas bon quoi. Bon, tu vois, la saison de Weiler, on perd très mal commencé. On perd beaucoup de matchs. Mais là, c'est lourd. Puis il y a un truc aussi, c'est faudrait éviter de prendre un rouge par match quoi. Ouais, bah là ça t'enlève un. Tu vois, Mazikou, c'est sûr qu'il aurait commencé contre Saint-Gall, tu vois. Ouais. Mais moi je pense honnêtement que les 4 devant, je pense qu'il y a peut-être Morandi qui va sauter. Mais le choix factuel, moi j'aurais bien voulu voir un Guimeno, mais je pense que Eberly va mettre Mraz, Antunes, Stevanovic. À gauche, je pense que Morandi ou Jallo, ça va être un des deux. Au milieu de terrain, Fomba Konya. Ouais, je pense qu'il y Et a Fomba Konya. après, Serdanovic, moi je le vois bien. J'ai l'impression que Eberly il aime bien Serdanovic. Je trouve qu'il lui fait pas mal confiance, à juste titre. Pour l'instant, il rend bien la monnaie de la pièce. Et puis après, Braun, moi je pense Braun, il y a quand même des chances qu'il commence en centrale. Comme il l'a fait contre IB. Certes, Rouillé était ménagé, mais Braun, autant. Non, mais c'est très bon, hein, Braun. Moi, excellent. je suis très très content. Et moi, de ce retour. Moi, je serais pas surpris qu'à l'avenir, notre charnière centrale titulaire devienne Braun Rouillé. Ah bon? Ouais, moi je serais pas surpris. Parce que Braun, je pense réussir à déloger Séverin comme ça? Ah, mais Braun, c'est du très très haut niveau. Je suis d'accord, mais. Si je dis pas que ça va arriver, mais moi je serais pas surpris si au cours de la saison, ouais. ça arrive. Ah ouais, alors. Ouais. Je la vois pas pour l'instant, mais. Non, pas pour l'instant, mais. Non, que ça à l'avenir, pourquoi que ça pas. puisse faire une alternance, ouais. Mais que ça devienne la définitive. Ah, pourquoi pas. Ok, on verra en fin de saison. On verra. Je dis pas que c'est insensé. Hein. Non, c'est des petits pronostics. Ouais. On verra bien. Donc du coup, ça nous donne quoi alors? Parce que si on résume là, ce qu'on a parlé. Frick. Du coup, on a dit Baron, Séverin, Braun, Serdanovic, Fomba, Konya. Et voilà, et du coup on attaque. On dirait. Steva à droite, moi je pense. Steva il reste, Antunes il reste. Mraz il reste. Mraz il reste. Moi je pense pas, que Guimeno va jouer. Je pense pas que Guimeno va jouer. Ok, on va dire Mraz. Et à gauche, Jallo. Au moins un des deux qui change. Moi je sais pas, je la sens bien. Jallo. Parce qu'autrement tu refais plus ou moins exactement ce que je disais. Tu refais un 11 relativement similaire pour justement avoir une équipe qui tient la route. Et tu fais tourner en deuxième mi-temps. Après à gauche. Enfin en fonction du résultat aussi quoi. Moi à la place de Baron, je pense qu'il va mettre Magnien. Parce qu'en conférence de presse, il l'a dit que voilà, Magnien, pour lui, il n'avait pas fait un si mauvais match. C'était un joueur important c'est ce qu'il pour dit eux. à la presse. Hein. C'était un joueur important pour eux et tout ça. Mais du coup, moi, j'ai l'impression Eberly, Magnien, c'est un petit chouchou à Eberly. Et je pense qu'il sera plus d'avis de lui redonner de la confiance contre Saint-Gall et de repartir. Parce que finalement, la défense contre IB, Braun, Séverin, Magnien à gauche et Serdanovic à droite, pendant un certain moment, ça allait bien. Ça tenait en vrai. Tu vois. Après, est-ce que IB et Saint-Gall, là, on arrive sur encore des choses plus complexes. Puis en plus, Saint-Gall, ils ont beaucoup changé de joueurs. Donc, Exactement. On va passer au prono parce que là, on commence à traîner sur les sujets. On est déjà à 1h presque 40 d'émission. On va finir pour un match qu'on voulait pas analyser. Hein. Ouais, on avait beaucoup à dire. On a vite passé le match. On va passer au prono pour le match contre Saint-Gall. Quel score vous voyez et qui vous voyez marquer?
Qui commence? Allez, un partout. Et but de Mraz. Un partout, but de Mraz. Toi? 2-1. 2-1. But de Mraz. Et un but de Steva là. Moi j'attends le but de Steva là. J'ai déjà pronostiqué contre IB, c'est pas marché. J'ai déjà pronostiqué contre Pizen, ça n'a pas marché. Là ça a marché. Moi je vois un 3-1. Ah, pour Servette. Triplé de Guillemenot en plus. Non, mais un dernier but de Guillemenot. Okay. Un but de Mraz, peut-être pour introduire. Un but d'un joueur qu'on s'attend pas. Genre Sardanovic. Ok. Et puis Guillemenot. Bah pourquoi pas Sardanovic, ce serait la bonne nouvelle. Ouais, comme ça il confirme qu'il sera titulaire et puis qu'on va pas le remplacer, il sera titulaire pour la saison. Ah mais même Guillemenot. Et puis le but qu'on se prend c'est une boulette de fric, voilà. Fricadelle. La fricadelle, la classique. Sur un but de Görtler. Ou Goebbels. Ce sera un G. Merci d'avoir suivi cette émission, merci d'avoir participé. Merci à vous messieurs, c'était un plaisir malgré tout. N'hésitez pas à donner tous vos ressentis. Essayez de dégager toute la haine que vous avez accumulée depuis hier et la frustration. Écrivez en commentaire ce que vous pensez sur tous les sujets qu'on a évoqués. Partagez, likez et permettez aussi aux gens, aux autres d'exprimer leur mécontentement. Du coup, moi je vais en profiter pour rapidement faire un gros bisou à Olivier et un gros big up à Joe. Big up à Joe. Et bien, gros bisous à Olivier, comme dit David. Gros bisous à tous ceux qui nous écoutent et qui nous suivent sur YouTube, ça fait très plaisir. Et puis, même malgré la défaite, on reste pour Servette. Bien et sûr. Donc, bien sûr. À samedi et allez Servette. Allez Servette.